Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présente ce soir, d'avoir bravé la chaleur et la canicule pour être avec nous. On se retrouve, donc moi je suis Julien Fischmeister, je suis responsable des analyses et du plaidoyer à la section française de l'Observatoire international des prisons, qui est, pour en dire deux mots, une association loi de 1900, donc on n'est pas une institution administrative, on est une association qui travaille pour le respect des droits des personnes détenues, pour la promotion d'un moindre retour à l'emprisonnement, la visibilisation sur la scène publique de la réalité des conditions de détention aujourd'hui, puis on tente de différentes manières de peser dans le débat déjà, d'agir pour permettre aux personnes détenues de vivre dans des conditions autres que celles qu'elles traversent, dans des conditions que vous connaissez beaucoup sous le prisme de la surpopulation. Il y a bien d'autres mots que la prison moderne enferme. Et donc voilà, à chacun de ces niveaux, de différentes manières, on essaye d'avancer, en tout cas d'apporter notre contribution pour avancer sur ces différents sujets. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une thématique un peu particulière, qui fait partie des thématiques de la prison, qui est celle de la radicalisation. Je vais mettre des guillemets tout de suite sur ce terme-là. Et puis parmi les premières questions que je poserai à nos invités, il s'agira de tenter de définir aussi cette notion, voilà, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut l'appréhender. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Bartolomeo Conti qui est sociologue, Farid Abdelkrim qui est, je te laisserai se présenter bien sûr, mais entre autres comédien, intervenant en prison, sur donc cette thématique globale de la radicalisation et plus particulièrement autour de leurs ouvrages respectifs que je vais citer. Du coup, pour Bartolomeo Conti, Presque rien, ethnographie carcérale des inégalités, des injustices et de la radicalisation, paru aux éditions Procan en 2024. Et Farid Abdelkrim, donc, Radicaliser la prévention, une expérience théâtrale en milieu carcéral, paru chez Focus Doc en 2026. Donc, il s'agit de deux livres qui se répondent assez bien, en réalité. L'un adopte une démarche de sociologie, ethnographie, pour comprendre les mécanismes de radicalisation, donc avec des guillemets encore une fois, et de non-radicalisation aussi. Et l'autre propose un retour d'expérience fondé sur une expérience de terrain, donc d'intervenants en milieu carcéral, agissant aussi sur le terrain de la prévention, mais aussi sur le champ de la culture. Et je vous laisserai évidemment en parler davantage. Donc qui met au cœur de l'action donc le théâtre et donc l'action culturelle au sens large, quoi. Donc avant d'entrer dans la discussion, je vous laisse vous présenter bien sûr, présenter vos ouvrages en quelques mots, présenter d'où vous parlez en fait, de quoi vous parlez, comment vous en parlez. Peut-être Bartholoméo pour commencer. Ouais. Euh, bon, on prend des minutes pour présenter. Bah, je sens que vous le souhaitez. Ouais. Alors bon, moi, c'est Bartolomeo Conti, je suis sociologue. J'ai beaucoup travaillé sur des questions liées aux minorités, aux espaces urbains, notamment à l'islam en Italie, en Europe. Et à un moment donné, en 2015, pour la première fois, je rentre en prison, pas en tant que condamné, mais en tant que sociologue, pour faire mener une recherche-action. C'est important de dire parce que les gens rentrent en prison. Il faut savoir aussi, les prisons de la République sont entrés au ex, sont rentrés en prison. C'est plus rare. Mais donc, je rentre en prison pour mener une recherche-action sur justement la question de la radicalisation. On arrive en janvier 2015 avec des collègues de l'association Dialogue Citoyen, Eduardo Valenzuela et Uziakies. Avec eux, on rentre pour aller travailler sur la question de la radicalisation. C'est quelque chose qui, en ces périodes, évidemment, devient prioritaire en France. On est juste après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher et des Montrouge, commis par des personnes qui sont transitées par la prison. Donc la prison devenait le lieu où tous les regards se tournaient. Très rapidement, on a créé une manière de regarder la prison comme lieu de radicalisation, où circulent des messages de radicalisation, où les personnes se radicalisent. N'importe où on allait, dans l'espace public, dans les médias, politiciens, dans les colloques, disaient la prison, c'est le lieu où la radicalisation s'est faite. Et donc, on rentre en prison dans ce contexte-là, dans celui d'une capacité performative de ces concepts-là. À un moment donné, la prison, on donnait comme évident que la prison, c'est un lieu de radicalisation. Et cette manière de penser la prison, c'est quelque chose qui a affecté tout le monde. Les surveillants, les directions, les psychologues, les SPIP et les détenus eux-mêmes. Les détenus eux-mêmes, ils
réfléchissez en termes de radicalisation. Et notamment, ça, c'est encore plus évident parce que différentes réformes, de loi ont mis l'accent sur la prévention, que c'est un concept général très positif. Hein. On va prévenir plutôt que courir, c'est évident, et soigner. Mais dans ces cas-là, très vite, cela s'est traduit quelque chose de très important. Prévention, ça veut dire détecter les signes d'une possible radicalisation. Et cette idée de détection est devenue l'angle, hein, la pierre angulaire de la politique publique et peut-être de l'administration pénitentiaire et de tous les services de l'État, si vous voulez, même de la société tout entière, on peut dire. À un moment donné, on voulait que les personnes détectent, qu'ils soient les surveillants, que ce soit les psychologues, qu'ils soient les imams ou les aumôniers, etc. Donc, à un moment donné, on demandait à tout le monde de repérer ces premiers signes de quelque chose qui pourrait amener à la tragédie. Je paraphrase un peu le président de la République qui fait un discours dans ce sens-là. Chacun de nous, hein, est responsable de ces petits signes. Si ça, d'un point de vue sécuritaire, peut aussi avoir un sens, et là aussi, on a quelque chose de conséquences. On crée une forme de méfiance élargie dans l'espace carcéral. On prend une forme dans laquelle est-ce qu'on va confier quelque chose à quelqu'un? Si on a du mal, si on a du malaise, si on a de la rage, si on sent une injustice, comment on va l'expliciter? Alors donc, vous voyez, donc on rentre en prison à ces périodes-là, dans ces contextes-là, et la radicalisation est une notion qui se traduit en norme, un acte, un comportement qui, au fond, organise l'espace carcéral et organise même la tête des personnes. C'est ça que j'ai bien. Alors, et là, moi, comme tous les autres, je participe à on a aussi une période particulière. Il y a des attentats, il y a de la violence. On a besoin de trouver des réponses. Hein, la violence, on se souvenait, ça fait une dizaine d'années, mais on se souvient qu'est-ce que c'était? La peur qui régnait. Hein, les écoles, Vigipirate, les écoles, les enfants qui sortent plus. Hein, les personnes qui ont une angoisse totale dans les quartiers, riches, pauvres, dans les banlieues. Donc, en voyant, c'est une période particulière. Et donc là, dans ces phases-là, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un travail en Guyane française, dans une prison, sous la violence en prison. Et là, je suis allé travailler avec des jeunes, toujours avec des recherches-actions. Hein. C'est-à-dire, travailler, c'est pas juste de la recherche, c'est faire des actions pour répondre aux besoins, okay, à travers des outils de la recherche. Et dans ces cas-là, je me rends compte qu'on trouvait des profils similaires pour beaucoup d'aspects, des personnes en fragilité, d'azurage, un sentiment d'injustice et d'inégalité vécu au quotidien et d'un besoin d'exprimer, qui ont retrouvé aussi en France métropolitaine, donc ici, mais en Guyane française, il n'y avait pas de radicalisation. Il n'y avait pas des musulmans notamment, on parlait de ça comme radicalisation à ce moment-là. Et donc là, je me rends compte qu'il y avait quelque chose qu'à un moment donné, on était tous pris dans cette espèce de surenchère autour de la notion de la radicalisation. Et donc, je crois que le minutes pour expliquer la genèse de ce travail, j'ai fait ce que j'appelle un décalage du regard. À un moment donné, je dis, bon, si on veut regarder qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi certains, acceptent un discours proposé par une vision radicale de l'islam et d'autres refusent, parce que pas tout le monde est radicalisé en prison. Alors, comment s'est fait ça? Pourquoi certains, dans les mêmes conditions, disent oui, d'autres non? Certains sont fascinés, mais refusent. Alors, c'est comment se joue ça? Plutôt que de donner une explication surplombante, l'idée, c'était d'aller chercher ça à travers les dialogues, dans les recherches-actions. Donc, j'ai fait ça. Je suis allé d'abord sur une temporalité longue, on commençait 2015 jusqu'à 2020. Donc, on sort de l'urgence. On regarde, on fait de la recherche-action. Donc, à un moment donné, on regarde les personnes dans les mouvements. On les rencontre soit plusieurs mois et on voit comment les personnes évoluent. Donc, on ne se fiche pas sur une parole qu'ils ont dit. Et après, on fait aussi dans l'espace. À un moment donné, plutôt que regarder seulement les prisons centrales où il y a toutes les personnes concentrées de la radicalisation, ou tous les chercheurs à aller à ce moment-là, je vais dans des prisons périphériques où la question de la radicalisation était même moins pertinente. Et là, je me rends compte que la prison, c'est pas plutôt que lieu de radicalisation, c'est un lieu de construction de récits. Dans la prison, on construit des récits qui essaient d'expliquer. Les récits, c'est une production pas individuelle, c'est porté par l'individu, mais c'est une construction collective. On le fait dans la société, on le fait aussi en prison. Au fond, c'est un récit qui sert à expliquer pourquoi on est arrivé jusqu'à là. Ça va expliquer quelles sont les injustices et comment on va répondre. Ça va expliquer comment on va imaginer la sortie de cette situation, comment on va lutter dans le sens aussi positif du terme.
Donc, les récits, on voit que la prison, c'était plutôt, on voulait des compétitions de récits, dont celui porté par une vision radicale de l'islam. Et donc là, on voit, et là, à travers cette prisme-là, je me suis rendu compte à un moment donné, bon, le travail a été consisté plusieurs recherches, hein, mais fondamentalement, là, je me rends compte que il y a beaucoup de formes de loyauté, des doutes, d'ambivalence, dans lesquelles on trouve les raisons pour lesquelles les personnes refusent de s'engager dans une démarche radicale. Ou pourquoi ils sont fascinés mais reviennent en arrière. Ou pourquoi ils entament et à un moment donné, ils envisagent de sortir. Donc, si on veut penser comment prévenir vraiment, comment sortir aussi, comment réhabiliter aussi, pour moi, il faut viser sur ce que j'appelle des garde-fous. Hein. Je prends Fabien Trouang dans ces Donc, il y a comme des protections. Et après, on peut parler de ça, que c'est la famille, c'est la religion, dans ces cas-là, l'islam, c'est les amitiés, c'est la mémoire, c'est l'émotionnel, c'est les mouvements sociaux, c'est la capacité de transformer la rage en discours politique. Et donc, justement, dans la prison aussi, c'est la construction d'espaces d'échange où les personnes ne sont pas assignées à leur rôle de détenus ou de radicalisés. Et de ce sens, là, j'ai fait la transition parce que je pense qu'un des outils majeurs que nous, on a utilisé et que c'est justement le théâtre, hein, un des outils pour s'exprimer différemment dans un contexte où tout amène à t'exprimer seulement par les prismes du délit que tu as commis, du crime que tu as commis ou de l'affichage dans lequel tu es enfermé. Et donc, je trouve que justement, les actions qu'on avait fait, on avait toujours un outil qui c'était le théâtre. Ça, c'est la meilleure façon de faire les relais. Mais je pense que c'est vraiment un des espaces dans lesquels, au fond, l'individu a la possibilité de sortir des assignations dans lesquelles il est et dans lesquelles il s'aimait lui-même pour se voir autrement. Et c'est se voir autrement, c'est le travail qu'on a fait en prison, on peut parler après, et c'est le travail fondamentalement qu'il faut, toutes les activités qu'on appelle ludiques en prison, dès l'école, qui n'est pas ludique, mais parce que pour beaucoup, à toutes les activités qui permettent de se regarder autrement. Et quand on pense à la prison de ces termes-là, très vite, la question de la radicalisation, elle perd sa centralité, devient une des questions, et pas la question comme a été pour quelques années. Alors, j'ai essayé d'expliquer un peu la genèse d'où arrive mon ouvrage et mon travail, et tout ça. Moi, je commencerai juste par dire une chose, c'est que le travail que je mène depuis 2015 en prison, c'est un, un parcours qui n'était pas prévu. Je n'ai jamais sollicité, moi, l'administration pénitentiaire pour y travailler. Il s'avère que, hasard macabre du calendrier, un livre que j'ai écrit en 2015, enfin, je l'ai écrit bien avant, mais il est sorti le 26 janvier 2015, 10 jours après les attentats de Charlie Hebdo. Donc, ça m'a valu une visibilité médiatique à laquelle, en principe, j'aurais pas dû avoir droit. Et je me retrouve comme ça, sollicité par la télévision et par la radio et par la presse écrite, par Internet. Et je reçois un coup de téléphone après une émission sur France Inter qui s'appelait, je sais pas si elle existe encore d'ailleurs, Le téléphone sonne, d'une responsable de l'administration pénitentiaire qui me demande, après m'avoir écouté et m'avoir dit que ce que je disais était très intéressant, si je pouvais intervenir et qu'il y avait un reliquat de subvention et que ce serait bien que j'intervienne à Condé sur ça. Donc, dans une prison de haute sécurité qui date de 2013. Et donc, je suis un peu surpris et je lui dis oui, pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Donc, il n'y avait pas de cahier de charge, pas de doctrine. Donc, on est vraiment dans quelque chose de problématique. Les attentats sont là, il faut faire quelque chose. Donc, je lui dis, bah, je veux bien vous proposer quelque chose, mais quand est-ce que... Voilà, j'ai jusqu'à quand pour le faire? Elle me dit cette semaine, la semaine du coup de fil. Donc, il faut que je pense un projet et que je pense le budget. Donc, je gratouille et enfin, je griffonne quelques mots sur un bout de papier, je fais un budget. Et ma première idée, c'est un atelier théâtre. J'en faisais quelques-uns, mais pas en prison. Et c'est validé aussitôt. Et donc, je me retrouve avec une bande de détenus, alors que j'y ai jamais mis les pieds. C'est la première fois que je mets les pieds en prison. Et donc, le projet leur semble intéressant. Et donc, on démarre sur cette idée qu'on va monter un spectacle. Je leur dis, profitez-en, c'est du théâtre, évadez-vous. Au sens symbolique du terme, faut pas pousser. Et donc, on réfléchit, etc. Et puis, 2 ou 3 séances après, il y a un des détenus qui m'annonce très clairement,
qu'il veut bien bosser sur le projet, mais il jouera jamais devant les autres détenus. Et le but d'une création théâtrale, c'est qu'à un moment donné, il puisse y avoir restitution. Non, non, nous, on joue pas devant les détenus. Vous disiez ça tout à l'heure à propos du théâtre qui permet de se mettre en scène autrement que dans le rôle qu'on joue en prison, parce qu'on joue tous un rôle en prison. Et il y a des choses qu'il faut certainement pas faire, c'est ce que j'ai compris. Il y a des situations et des positions dans lesquelles il faut certainement pas se retrouver. Et donc, je pense que là, il voyait la chose de ce point de vue-là. Donc, il a fallu réorienter le projet, puisqu'on était parti sur une vingtaine de séances. Je crois que c'était énorme à l'époque, 20 séances. Et donc, j'ai proposé ce que j'ai qualifié de café palabre, à l'instar du mot l'arbre à palabre. Et donc, on va poser des discussions autour de ces questions dites de la radicalisation. Et très très vite, mais moi c'était pas véritablement une surprise, je me suis rendu compte que les gens que je rencontre ne connaissent rien ou pratiquement rien à l'islam. Ce sont que des prétentions. Je suis musulman, mais quand on commence à décortiquer la chose, on va dire, d'accord, musulman, mais il y a quoi là-dedans? On se rend compte qu'il y a absolument rien. C'est-à-dire qu'en termes de connaissances et des textes et des références religieuses, de la langue arabe, du Coran lui-même, il n'y a pas grand-chose. Et je découvre ça, pas seulement à Condé, mais dans l'ensemble des établissements que je vais faire, j'ai dû en faire une cinquantaine, et c'est toujours la même chose. 95% de ceux que je rencontre n'y connaissent rien. Par contre, les premiers instants passés avec eux, il y a une espèce de volonté de vouloir revendiquer quelque chose, ce que je remets pas en question, c'est pas un jugement de valeur, hein. Moi, je peux comprendre qu'il y ait un déficit identitaire chez certains et qui se sentent obligés de se raccrocher à quelque chose. Français, pas trop, d'origine, ouais, de temps en temps quand on est au bled, mais voilà, l'islam, c'est un truc qui fonctionne bien et ça a fonctionné comme il faut, moi, en ce qui me concerne. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'en 2015, le bouquin que j'écris s'appelle Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste. Donc il y a là une histoire qui peut intéresser, qui peut être un élément intéressant, en tout cas pour amorcer un débat, une discussion autour de cela. C'est-à-dire comment se fait-il qu'après avoir été socialisé en France, être allé à l'école de la République, ne pas avoir reçu d'éducation religieuse à proprement parler de la part de mes parents, comment se fait-il qu'à un moment donné, je décide d'entrer tête baissée dans l'islam dans un premier temps, et puis ensuite j'accepte d'aller chez les frères musulmans. Donc c'est un parcours qui me semble intéressant, en tout cas du point de vue du regard que j'essaie de porter dessus depuis maintenant quelques années. Et dans le bouquin, j'essaie de mettre ça en musique et je le présente auprès des détenus. Et je me rends compte qu'effectivement, dès que les premiers moments passés ensemble font place à une espèce pas de confiance, mais en tout cas, les gens se disent, ouais, bon, il a l'air de savoir de quoi il parle, le gars. Surtout si vous usez de la langue arabe, vous sortez des versets du Coran proprement dit, euh, eh bien, on vous prête une oreille attentive. Et donc, j'ai développé comme ça pendant plus d'une dizaine d'années une expérience en milieu carcéral au sein duquel j'ai proposé des ateliers théâtre qui n'ont pas fonctionné dans un premier temps, des tours de table comme le Café Palabre. J'y ai joué mes propres spectacles, donc j'en ai joué trois très exactement. J'ai joué Le Chemin de la Gare, j'ai joué L'Être à Nour et j'ai joué le dernier en date, là, Allahu Akbar, vive la République. Donc la démarche, c'est évidemment d'avoir un spectacle suivi d'un débat. Donc on discute de tout ce qui s'y trouve. En général, les discussions sont les discussions sur lesquelles il faut pouvoir s'arrêter. Et la radicalisation est très rarement à l'ordre du jour. C'est-à-dire que ce dont on va parler, c'est véritablement ma place dans ce pays. Est-ce que je suis reconnu en tant que citoyen à part entière ou citoyen entièrement à part et donc, il y a des petites pistes de réflexion que moi j'ai mis en place qui, euh, qui sont présentes depuis maintenant un certain moment. Ce n'est pas l'islam qui fait le musulman, c'est le musulman qui fait l'islam. Et il y a une énorme différence. Quand on a compris ça, on sait que les gens vont faire dire au texte ce qu'ils ont envie de lui faire dire en fonction de l'état dans lequel ils sont, l'histoire qui est la leur, etc., etc., etc. Donc, me rendant compte de cela, donc présentation de mon livre, témoignage, donc en prison, atelier théâtre, mes spectacles, tour de table. Et donc, en 2024, j'arrive, je vais pas dire au bout d'un cycle, mais en tout cas, ça fait pratiquement 10 ans que je bosse
que je bosse en prison et je me dis que ce serait bien que j'en parle. Alors j'étais très très réticent à le faire parce que des gens qui ont écrit sur le milieu carcéral, il y en a beaucoup qui ont écrit des choses. Je pense notamment à Khosrow Khavar par exemple pour ne Bien citer sûr. que lui. Et je me suis dit, moi je me sentais pas légitime de le faire. Et puis derrière, je me suis dit, ben, peut-être que je peux parler de mon boulot de médiateur. Alors je suis pas médiateur du fait religieux, qui est enfin une appellation, un Précis. statut qui existe. On a voulu me l'appliquer. J'ai dit non, non, moi je suis médiateur tout court. C'est-à-dire que j'interviens en prison avec les éléments qui sont les miens. Donc, et oui, une chose dont je vous ai pas parlé, c'est que j'ai proposé aussi à un moment donné à la maison d'arrêt de Fresnes un atelier d'initiation à l'art de la psalmodie coranique. Mm. C'est-à-dire que l'art, l'esthétique est aussi présent Mm. dans la manière de chanter le Coran, qui est quelque chose de très, très, très populaire chez beaucoup de musulmans. Ils aimeraient apprendre ça. Et moi, c'est ma monnaie d'échange. Donc, je vous propose de travailler sur le texte dans sa forme comme prétexte pour pouvoir ensuite rentrer dans le fond des choses. Donc, on choisit des versets avec des termes problématiques tels que djihad, kofar, mécréant, etc., etc. Donc, j'ai fait toutes ces propositions-là. Bon, il y a eu mais la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'il faut que j'écrive un petit peu sur cette expérience parce qu'il me semble que quand la phase attentat, choc, etc. est passée, voilà, on fait plus grand-chose. Là, les détenus, nous, on se plaint de la chaleur ici, mais ce qu'ils sont en train de vivre dans certains établissements, Ouais, c'est nous, hallucinant. on est bien lotis. C'est une catastrophe, Mm. ce qu'ils sont en train de vivre à ce niveau-là. Mais c'était de dire, voilà, il y a des choses qu'on peut faire et surtout insister sur le fait que le terme radicalisation est un terme valise dans lequel on a mis plein de choses, Mm. un terme sur lequel on est incapable communément de se mettre d'accord pour une définition sur laquelle on serait tous en disant oui, c'est quelque chose qui fonctionne, etc. De mon point de vue, on a affaire à des jeunes gens qui se cherchent, qui sont en quête. Parfois, j'ai dans des discussions avec des gens, mais en fait, tous ces jeunes que vous rencontrez, ils sont perdus. Je fais non. Vous pouvez continuer à parler comme ça de manière négative. Moi, je pense que ce sont des gens qui cherchent. Mm. Ils sont en cherchant, en recherche, donc en quête. Et donc, mon idée, c'était un peu de raconter ça parce que les mots s'envolent, les écrits restent. Et si vous n'avez pas trouvé le bouquin ici, c'est parce que je l'ai sorti à compte d'auteur dans le cadre de mon association, parce que personne n'en a voulu, mais ça, bon, je l'admets. Moi, il n'y a pas de. Je sais qu'il y a 70 000 bouquins qui sortent par an en France, donc pas que je m'attende à sortir un best-seller. Mais voilà, je me suis dit, il faut que ça sorte, que cette expérience puisse être racontée avec les quelques analyses que j'en ai tirées sans prétention aucune, mais il existe. Donc voilà un petit peu ce qui m'a fait arriver en milieu carcéral. Ok, super. Merci à vous deux pour ces premiers mots. Peut-être trois points, moi, que j'ai un peu identifié pour essayer de justement de guider cette discussion. Et le premier, c'est vraiment sur cet enjeu et ce souci que vous avez tous deux dans vos ouvrages et dans vos travaux généralement, de déconstruire les évidences, les représentations sur la radicalisation, peut-être plus largement la prison, mais avant tout sur la radicalisation. Et donc, dans peut-être un premier enjeu du coup dans cette discussion, enfin, un deuxième, parce qu'en réalité, on a déjà commencé à discuter, mais un enjeu qui paraît important, c'est celui peut-être de border un petit peu le sujet. C'est-à-dire que le terme de radicalisation, je lui ai collé des guillemets tout à l'heure, et Mm. je pense que c'est important, et vous le faites aussi. Qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière, en réalité? Est-ce qu'on peut objectiver le terme comme le fait l'État, c'est-à-dire Mm. en considérant que c'est un processus individuel, du coup, qui amène une personne, du coup, à adopter un comportement problématique aux yeux de l'État, de la sécurité, etc., et vis-à-vis du fait religieux, bien sûr, ou est-ce que, à l'inverse, il faut y adopter du coup une vision sociologique mêlant du coup recul de l'État sur à différents niveaux, délaissement, quête spirituelle, mais qui viendrait du coup pallier et vous en avez déjà dit quelques mots du coup un besoin du coup de se retrouver, d'appartenir à une identité, etc. Voilà, comment est-ce qu'on peut approcher ce terme de radicalisation peut-être l'un puis l'autre. Je vous laisse vous distribuer la parole comme vous le souhaitez. Ben, moi, je dirais que d'abord, on a affaire, à un moment donné, ce terme est arrivé et était bénéfique parce qu'on avait le terme terrorisme, que c'est lié à des actes. Donc, à un moment donné, l'idée de radicalisation permet de voir un processus de quelque chose qui s'est fait. Hein, dans la littérature, on décrit justement cette possibilité à un moment donné de voir comment les choses se sont enchaînées pour un individu et tout ça.
Sauf qu'à une manière très simple. À un moment donné, tous ces termes sont devenus. Ok. Alors, comme dit Farhad Khosrow, qui vraiment c'est une des personnes pour moi les plus compétentes dans tout ça, à un moment donné, les termes est là, on va l'utiliser aussi. On va pas faire semblant qu'il n'y ait pas. Donc, à un moment donné, voilà, on peut pas inventer quelque chose d'autre. Après, le problème de ces termes, c'est que celui-là, comme d'autres termes, à un moment donné, il prend une ampleur dans laquelle, justement, tout rentre dedans. Ils n'ont plus aucune capacité explicative, ils sont en capacité stigmatisante. Au fond, on a avec ces termes la capacité de disqualifier quelqu'un. Si quelqu'un dit quelque chose, ah non, bah, t'es radicalisé. Et donc, au fond, les termes deviennent quelque chose qui a une portée performative dans le sens pas de compréhension, mais de disqualification des personnes. Et dans ce sens-là, pour moi, il y a quelque chose alors, on continue à l'utiliser, mais à un moment donné, on prend toutes les distances. Après, moi, dans mon approche, justement parce que moi, après, j'ai participé à différents projets avec l'école des institutions sociales, des projets internationaux, à un moment donné, avec cette idée justement d'aller recueillir cette voix, cette parole des personnes pour comprendre comment ils ont, eux, interprété ça. Donc, à un moment donné, c'est faire presque humble pour essayer de comprendre comment ces termes, ils prennent forme, ces notions deviennent signifiants dans l'espace carcéral. Moi, je suis arrivé à un type de conclusion que ça vient totalement de mes travaux, que c'est-à-dire, à un moment donné, ce qu'on décrit comme radicalisation, c'est un processus de détachement. Les personnes ont tendance à se détacher graduellement de toute une série de choses qui les composent, qui sont les liens familiaux, la mémoire familiale, les affects, les quartiers, les sports, l'école, la nation, la République et la politique, etc., etc. Au fond, moi, j'ai vu les personnes qui, à un moment donné, ont opéré une rupture de ces liens sont celles qui ont essayé de les reconstituer ailleurs. Alors ça, c'est l'acte, à un moment donné, qu'on a vu s'est proposé à un moment donné, que c'est très différent de ceux qui sont dans une logique de transformation de ce qu'on vit. Eux sont dans une logique de rupture. Et la rupture, alors donc là, ça c'est important parce qu'à un moment donné, je reconstruis un peu cette notion-là aussi en regardant ceux qui disent non à ces discours, parce qu'à même prison, on les voit aussi, hein, il y a un dialectique autour de ça, c'est pas quelque chose campé à l'air. Tout le temps, tout le monde fait attention, mais c'est aussi on discute de tout ça. Au fond, c'est qu'ils disent non, ils disent justement, moi je n'ai pas envie de me détacher de ma famille. J'ai pas envie de me détacher de mes souvenirs d'enfance parce qu'ils étaient haram. Dans cette logique qui vient, qui est empruntée de quelque chose d'autre. Donc, à un moment donné, pour moi, l'aspect central qui définit ce processus, c'est celui d'attachement et détachement des liens. Et justement, pour moi, les formes que j'ai vues de résistance à ces discours-là, c'est les personnes qui s'accrochent. S'accrochent à quoi? J'adore mon quartier, les gens qui l'habitent. Là-dedans, je retrouve mon identité. J'adore ma famille, ma sœur, ma mère, mon père, mon grand-père. Souvent, les personnes racontent comme certaines figures de la famille, ils permettent de dire, je ne peux pas me détacher. Me détacher de cette mémoire, de ces affects. C'est quelque chose aussi de très émotionnel. Et donc là, même pour être très clair, la religion, dans ce cas l'islam, devient une source d'attachement. L'islam, c'est apaisement, c'est inscription, souvent, pas toujours, hein, c'est une interprétation, mais souvent c'est inscription dans une histoire, dans un lieu, dans des pratiques, dans une chose collective. Souvent, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a pas les djihadistes, ce qu'on a vu, c'est de faire ces moments de rupture, ils rompent avec cette logique-là. Ils sont dans une logique de rupture vis-à-vis de ça, avec une autre forme de loyauté, avec une autre forme d'islam, souvent plus totalement plus détaché de la réalité, détaché du quotidien aussi. Et donc, je pense que dans ce sens-là, moi, j'ai trouvé que la seule manière que j'avais pour comprendre ce processus que j'appelle la radicalisation, c'est cet rapport entre rompre les liens, garder les liens, reconstruire les liens. Donc, quand on voit les choses comme ça, on voit aussi toutes les possibilités qu'on a de travailler à reconstruire les liens. Par exemple, à un moment donné, personnes qui sont parties en Syrie dans la logique aussi de combat, des djihad, comme ils peuvent les décrire eux, etc., dans leur interprétation de rupture, on voit à un moment donné, quand on le retrouve en prison, à travers des liens familiaux, et faisant réémerger les affects, les mémoires, ils ont travaillé la vision politique du quartier, la vision politique de la famille, les liens avec les moments personnels. Là, on voit qu'on peut reconstruire quelque chose qui les remet en circulation. Les remet en circulation, pas seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même. Au fond, parce qu'on voit qu'il y a une grande souffrance, les personnes que j'ai vues qui étaient condamnées pour faire des terrorismes, qu'ils avaient assumé leur participation à certaines organisations, ils ont fait ces démarches de rupture,
on voyait en grande souffrance. Les personnes sont en vraie souffrance. Comment justifier? Parce qu'une chose, c'est l'enthousiasme de 2015, où beaucoup de jeunes partaient dans une espèce d'aventure, pensaient. Et une chose, c'est l'expliquer après quelques années, dans une cour de prison, face à la famille, face aux amis. Qu'est-ce qu'on raconte? Comment on justifie la violence? Comment on justifie tout ça? Ça devient vraiment quelque chose de très compliqué à justifier. Et donc là, je pense que cette idée des les liens, il permet de renouer quelque chose et donc de penser aussi à comment on peut sortir ou accompagner les personnes à sortir de ça. Parce que c'est pas nous qu'on fait. On accompagne toujours un processus qui est justement, je retrouve totalement, c'est justement dans la mise en mots, dans l'expression de soi, dans l'expression du malaise qu'on vit, dans les incertitudes. Moi, je vais juste reprendre la même phrase que tu as dit. Pour moi, une des choses, la France, qu'est-ce que tu penses de la France? Et la synthèse, pour moi, la France, je l'aime, mais elle ne me comprend pas. Pourquoi elle m'aime pas? Pourquoi la France ne m'aime pas, donc je la déteste? C'est un peu la synthèse de ce que j'ai vu, par exemple, vis-à-vis d'un pays qui, au fond, reste au centre de leur questionnement. Beaucoup, ils sont attachés. Leurs mémoires sont ici, leur école c'est ici, l'équipe de foot sont ici, pour venir encore à des liens, hein. Les quartiers qu'ils ont vécu, les manières de parler, et les manières de jouer, etc. Tout s'est construit, une grande partie s'est construit ici. Donc, ces liens, alors donc là, il y a un manque de reconnaissance de leur valeur, de ce que ces personnes peuvent apporter, que c'est une des raisons pour laquelle après ils ont choisi de tout casser. Donc, vous voyez que j'insiste sur l'idée de casser, rompre les liens, ou garder, ou renouer les liens. Ok, donc radicalisation comme l'expression d'une rupture de liens familiaux, amicales, Voilà. d'adhésion au roman national, à l'identité française, etc. Donc c'est voilà, c'est l'expression d'une rupture de liens. Voilà, l'espace politique. À l'espace politique. Pour penser on peut dire notre idée et Ouais. participer au débat public, Mm. et donc à la Mm. construction de ce que c'est bien, ce qui est mal, est-ce qu'on est légitime? Mm. À un moment donné, on pense, non, ici, je vais rien dire, donc je romps ici, je vais la reconstruire ailleurs. Évidemment, ces ruptures, c'est fait avec une reconstruction ailleurs, souvent imaginaire et éphémère, et qui prend concret dans les vraiment en Syrie, ça a pris aussi des espaces concrets, mais fondamentalement, la reconstruction ailleurs de quelque chose qui est lié Mm. à la rupture des liens ici. Donc, c'est la substitution de quelque chose avec quelque chose d'autre, qui après, fondamentalement, ne marche pas. Mm. Parce que là, il n'y a pas d'enracinement, c'est des questions aussi voilà, la question des racinements est centrale, mais bon, je ne vais pas aborder. Est-ce que c'est aussi une perception du coup que vous avez de vos 50 interventions, dans plus de 50 établissements? Oui, 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 oui. Mais j'ajouterais en complément de ce que tu viens de dire, quelque chose qui me semble fondamental si on veut appréhender cette question-là de manière beaucoup plus pertinente. Je pense qu'il faut qu'on admette aujourd'hui que nommer la chose comme elle est nommée, c'est-à-dire radicalisation, c'est refuser de reconnaître qu'en France aujourd'hui, notamment un certain nombre de décideurs, mais pas que, sont habités par une inculture religieuse crasse. Les gens n'y connaissent et n'y comprennent rien. Quand il s'agit de l'islam, c'est encore beaucoup plus prononcé. Et plutôt que d'admettre cette, cette inculture, eh bien, on va essayer d'expliquer les choses le plus rapidement possible et on va appeler ça la radicalisation. Et les mots évoluent, on essaie de leur donner de la force pour, d'une certaine manière, faire croire qu'on a pigé la chose. Vous savez, quand les Afghans se battaient contre l'URSS, on les appelait les Moudjahidines, qui est un mot en langue arabe qui existe, Moudjahid au singulier, Moudjahidoun au pluriel. Et puis, ça a glissé vers djihadistes qui ne sonnent plus du tout de la même manière, parce que Moudjahid, c'était aussi lié à l'image d'un commandant Massoud qui avait finalement et qui incarnait cette résistance face voilà, au bloc russe de l'époque. Donc, le fait de ne pas l'admettre, c'était aussi lié au fait que la laïcité dans notre pays est devenue un enjeu tel qu'elle n'est plus ce cadre dans lequel les individus auraient le droit de croire ou de ne pas croire, d'avoir une religion ou de ne pas en avoir ou de la délaisser. Donc vivre à équidistance du temporel, voilà, chacun dans son église, dans sa mosquée, dans sa synagogue ou dans son temple.
Eh bien, chez certains, c'est devenu une laïcité anticléricale, une laïcité de combat. Oui. Donc, et il y a plein de choses qui sont venues se mêler à tout ça, donnant l'impression que la France est en danger. La France, comme s'il existait une France sur laquelle tout le monde serait d'accord. Il y a des France, selon moi, en fonction des perceptions que les uns et les autres nous avons d'elles. Bon, il y a le droit, il y a le cadre républicain, il y a la laïcité, mais on a vraiment cette problématique. Et moi, ma démarche, elle consiste à appeler à la nuance. Euh, à l'ère des réseaux sociaux, nuancer est devenu quelque chose, complexifier un peu les choses, c'est-à-dire dire aux gens, attention, c'est pas aussi simple que ça, parce que quand vous considérez quelqu'un qui a une pratique orthodoxe de la religion, que c'est quelqu'un de radicalisé, c'est ce que j'ai entendu en prison, quelqu'un qui fait ses 5 prières par jour, dont la cellule est propre, qui essaye d'être toujours propre sur lui-même, eh bien, on va considérer qu'il est radicalisé. Moi, une petite anecdote, quand j'ai monté l'atelier d'initiation à l'art de la psalmodie coranique à la maison d'arrêt de Fresnes, donc j'ai rencontré les détenus, je leur ai dit, voilà, je vous propose, vous venez avec vos Corans, on apprend à chanter le Coran ensemble, mais après on en discute. Ils m'ont dit, OK, pas de problème. Donc entre la première séance et la deuxième séance, je suis convoqué par l'administration pénitentiaire et qui me dit, on me dit, il faut arrêter. Je pose la question, je demande pourquoi. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est pas pertinent. Donc je suis un peu impertinent et je dis, pourquoi? Et la réponse, vraiment, je cite texto, ce n'est pas pertinent parce que ce n'est pas pertinent. Voilà. Donc allez-vous voir des détenus après pour leur dire le contraire de ce que vous leur aviez dit la semaine d'avant, c'est-à-dire il n'y a plus d'atelier, donc ça a créé une espèce d'incompréhension. Et effectivement, il y a des gens qui s'interdisent de pratiquer leur religion en prison parce qu'ils n'ont pas envie d'être fichés, ils n'ont pas envie d'être classés dans la catégorie des radicalisés et des radicalisables. Donc ils disent non, non, j'ai rien à voir avec tout ça. Mais le problème, c'est que ça soulève un autre problème qui est celui, on va sortir derrière les fagots, c'est celui de la taqiyya, c'est-à-dire il dissimule, donc il est encore plus dangereux que ceux qui et donc, on n'en sort pas, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait véritablement pouvoir expliquer ce qu'est une pratique orthodoxe de la religion, c'est-à-dire la vision du monde qui accompagne cette perception ou cette pratique orthodoxe, qui est la séparation des sexes qu'on va retrouver dans un certain judaïsme, etc. Il y a des gens, c'est leur conception de l'existence. Alors, on ne peut pas forcer quelqu'un à serrer la main à une fille si c'est un garçon et vice-versa. Ce qui doit être intéressant pour moi, et c'est là où je pense que le terme radicalisation est un obstacle, il faut essayer de poser en discussion les univers de sens des individus qu'on rencontre. Tu crois en ça, il n'y a pas de problème. Mais d'où ça devient? Comment ça s'est construit? Est-ce que tu penses que, moi, il y a un détenu converti à l'islam, un zélote qui m'a dit, comment il s'était converti. Et d'après lui, c'est à cause des genoux, c'est à cause des esprits qui venaient l'accabler toutes les nuits. Et à cause de ça, il a commencé à pratiquer. Moi, je me suis permis une question un peu impertinente. Je lui ai dit, mais t'es sûr que t'étais dans la réalité ou peut-être que tu rêvais? Ça lui a pas plu du tout. Et donc, il faut savoir, à un moment donné, arrêter ce genre de conversation. Mais voilà, l'irrationnel est présent, la superstition est présente, les origines, les conflits de loyauté avec les générations précédentes. On a l'impression qu'on doit être porteur de quelque chose. Mais encore une fois, s'il y a une inculture générale de la religion dans notre pays, elle est très présente chez les musulmans qui considèrent que l'islam a tout dit et qui n'ont pas à l'esprit que ce sont eux qui fabriquent leur propre religiosité. Bien sûr. Bien sûr. Ok, peut-être pour compléter le tableau, du coup, d'un point de vue un peu juridique au sens large du terme, en fait, parce que on parlait de doctrine, tu parlais de doctrine tout à l'heure. Peut-être préciser, du coup, pour les personnes qui nous regardent, qu'effectivement, après la vague d'attentats de 2015, tu le disais aussi, hein, il était question, il fallait faire quelque chose, quoi. L'administration pénitentiaire avait vraiment, était vraiment face au défi de devoir réagir face à ce phénomène, du coup, tout cas qui se manifestait de la manière dont il s'est manifesté, et du coup a tenté différents dispositifs pendant quelques années, de 2015 à 2017-2018, puis la doctrine ensuite s'est stabilisée, et la doctrine encore en vigueur aujourd'hui en 2026, c'est celle qui a été finalisée et peaufinée peut-être un peu depuis en 2018-2019, quoi. Et donc comment ça se passe concrètement? C'est des quartiers d'évaluation de la radicalisation, et c'est notamment dans ce quartier-là à Fresnes que tu es intervenu. Et
donc dans lequel il est question plutôt de déceler des potentiels signes. Alors, je vous l'explique pas à vous, mais c'est plutôt pour les Mm. personnes qui nous écoutent, des potentiels signes de radicalisation selon une grille effectivement qui est assez lunaire, quoi. En fait, la pousse de la barbe peut être effectivement révélateur d'un embrigadement idéologique. La répétition des prières, la fréquence des prières, la manière de s'adresser au personnel féminin, etc. Donc il y a toute une série de grilles d'analyse qui permettent ensuite d'objectiver cette fameuse radicalisation. Et s'il est posé, établi suite à cette évaluation qui dure 6 semaines de mémoire que la personne est effectivement du coup radicalisée, la personne est, le cas échéant, transférée dans un quartier de prévention de prise en charge, pardon, de la radicalisation, les QPR. Il y en a notamment, effectivement, le plus célèbre peut-être à Condé-sur-Sarthe en Normandie, mais bien d'autres sur le territoire métropolitain. Et je ne sais même pas s'il y en a en Outre-mer en réalité, je crois. Je vois Ça, pas. des QPR. Voilà. Bon. C'est un peu les deux espaces, les deux dispositifs qui existent et qui sont encore appliqués aujourd'hui, quoi. Nous, on avait eu des remontées à l'époque parmi justement les signaux en fait qui avaient amené le personnel d'un établissement à envisager qu'une personne pouvait être en voie de radicalisation. Un exemplaire de l'Arabe du futur de Riyad Satouf qui avait été Mm. retrouvé en cellule, quoi. Et on parlait d'inculture, tu parlais d'inculture à la religion, là c'est même d'inculture à la culture, quoi. C'était vraiment, Mm. c'était lunaire, quoi. Donc, pris certainement dans un faisceau d'indices, en tout cas euh, le bouquin avait été vu d'un mauvais œil, quoi. Voilà, c'était juste pour peut-être préciser un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, la prise en charge de cette Je peux radicalisation. me Bien permettre sûr, juste une bien petite sûr. remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point, à un moment donné, euh, à cause des attentats, il y a eu un effet d'aubaine en Mhm. termes de propositions, de projets, parce qu'il y avait des sous, parce Ouais, qu'il y avait de l'argent, et il y a des gens qui sont venus avec tout et un n'importe peu quoi. n'importe Bien quoi. sûr. Et ça n'a pas aidé ce Mhm. travail. Mhm. Moi, je me suis toujours interdit de déceler ou d'évaluer qui que Ouais, ce soit. Et moi, j'ai limité ma mission parce que l'évaluation d'un individu détecté, c'est quelque chose bien qui, sûr, pour moi, relève de... bien sûr. Voilà, juste pour dire que, bien, il y a des gens qui se sont jetés sur... Et on a eu des choses absolument catastrophiques où, par exemple, c'est un exemple, à Condé, il y a un gradé qui vient me voir, donc un surveillant, et qui me dit, je peux vous poser une question? Je lui dis, bien sûr. Il me dit, quand un détenu considéré comme radicalisé, il décide de s'habiller en clair et de se raser la tête, ça veut dire qu'il va passer à l'acte? Donc moi, je le regarde et je ne cache pas mon étonnement et je lui demande, mais vous tenez ça d'où? Il me dit, on a vu ça en formation. Voilà. Bah, c'est... Donc si vous voyez ce genre de choses en formation et que vous n'êtes pas, Mhm. à un moment donné, capable de comprendre que si j'ai envie de passer à l'action, moi, Mhm. Mhm. je vais tout faire pour éliminer tous les signes. Et si être habillé en blanc Mhm. et me raser la tête, ce sont deux signes probants, je vais m'habiller en noir et je vais me laisser une gaille comme ça pour être sûr de passer inaperçu. Mhm. C'est surprenant. Mhm. Je m'excuse, je Ouais, non, referme bien ici la sûr, non, parenthèse c'est parce très que pertinent. c'était... Tout à fait. Peut-être le deuxième axe un peu qui serait intéressant de creuser, c'est cette question des injustices et du rapport aux inégalités aussi. Bartholoméo, ça apparaît carrément dans le sous-titre de ton ouvrage. Euh, euh, Farid, j'imagine que c'est des choses aussi qui reviennent dans les discussions et dans les interactions que tu as avec les publics détenus avec lesquels tu travailles. Qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être essayer de trouver une question un petit peu synthétique à vous poser à tous les deux. Est-ce que alors déjà, quelle forme d'injustice est-ce que les personnes détenues vous témoignent, vous expriment, te témoigner ou t'exprimer, parce que ton terrain est Mm. terminé. Parce que toutes ces injustices ne produisent pas de radicalisation. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver des communs, du coup, dans ces expériences individuelles d'injustice, d'inégalité, et des communs pour comprendre pourquoi est-ce que parfois certains passent à l'acte. Ça, c'est vraiment l'enjeu, la question j'ai l'impression, principale de ta recherche. Pourquoi certains passent à l'acte quand d'autres ne passent pas à l'acte et comment articuler cette question-là avec cette question des injustices et des inégalités, quoi. Ah, donc, d'abord, disons qu'en prison, on trouve une population qui, en grande partie, a des caractéristiques sociales Mhm. similaires, hein. Ça, c'est quelque chose sur lequel voilà, des prisons ex-prisons de la République, il y en a peu. Des personnes aisées, il y en a peu, hein. On a beaucoup de personnes qui viennent des milieux populaires, qui viennent souvent d'une déscolarisation précoce. Ce Sûr. sont alors, à un moment donné, vous avez toute une série de données sur des personnes qui sont en difficulté avec la société déjà, hein. Et ils sont en difficulté, c'est pas par hasard qu'après ils ont enfreint la loi. Ils ont fait des vols, des trafics. Alors,
c'est évident, et il faut sortir d'une idée. Il y a prison, c'est évident qu'il y a aussi des personnes qui n'ont rien fait vraiment. Ça arrive, mais la plupart des personnes ont fait des choses. Et aussi des choses sur lesquelles aucun de nous voudrait être victime de ce qu'ils ont fait. Hein, que c'est soit volé, trafiqué, soit la violence. La violence, c'est quelque chose. Et donc là, on voit un type de population qui est porteuse aussi de quelque chose qui est que nous, la loi punit. La loi punit parce qu'aussi, on ne voulait pas le vivre. Hein. Mais après, quand on va analyser ce qu'ils ont vécu, les trajectoires, soit individuelles et après, mais aussi de manière plus collective, on voit que beaucoup de personnes, ils ont traversé toute une série de difficultés de leur vie, dans laquelle, à un moment donné, on les rend responsables des maux sociaux de la société, alors qu'eux, ils sont aussi une partie des victimes de tout ça. Alors, et je dis pas, la question, c'est pas donc de dire, on est victime, comme souvent c'est présente, ou vous êtes coupable. Mais justement, c'est arriver à comprendre comment ces processus se sont enchaînés. Par exemple, je travaille sur les questions d'éducation au sein de la prison. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes détenues, ou des prisonniers, on peut l'appeler aussi comme ça, hein, sont des personnes qui ont un parcours scolaire difficile. La déscolarisation, c'est un acte caractérise beaucoup de personnes. Beaucoup ils vivent dans des quartiers où les trafics, la violence, les formes, c'est quelque chose qu'ils ont vu pendant toute leur vie. D'autres encore, ils ont eu des formes de discrimination de la police, ou des violences, des discriminations au travail, l'école, etc. Très fort. Discrimination due à l'origine, à la région, aux couleurs de la peau, et encore plus souvent à la discrimination territoriale. Ils viennent de certains quartiers et ils sont des conséquences de gens, ils sont des avantages vis-à-vis des autres. Donc, toute cette expérience de discrimination devient quelque chose qui va constituer les parties du récit individuel, mais aussi collectif, dans laquelle, à un moment donné, on se sent tout le temps la cible de quelque chose. Et je pense que cette forme les inégalités sont évidentes. Les inégalités dans l'accès aux biens de la société. Pas seulement les biens d'un temps matériel, mais aussi les biens immatériels. Par exemple, chacun de nous, on est là, maintenant on a été discuté, de faire en réflexion, quelle place ils ont pour participer à la débat public. Quelle légitimité a leur parole. Quelle légitimité dans quelle mesure ils sont écoutés. Quel espace ils ont pour arriver à s'exprimer. Une des choses que j'ai pu remarquer en prison, c'est les grands besoins extrêmes, presque vital d'exprimer, de raconter de soi. Et raconter de soi, c'est pas seulement une trajectoire marquée par des problèmes individuels, mais aussi une trajectoire dans laquelle aussi les choses positives de l'individu émergent, hein, ce qu'il a vécu, mais aussi aller voir comment la société a créé tous ces problèmes. Parce qu'il y a un vrai problème, pour moi, c'est majeur qu'on a aujourd'hui avec une partie de ces populations, c'est que fondamentalement, ils sont assignés, ils se sont sous les épaules les responsabilités des maux sociaux qui traversent la société française. La société française a beaucoup de problèmes, hein, beaucoup de problèmes de scolarisation, beaucoup de problèmes de justice sociale, des salaires bas, des discriminations. Au fond, beaucoup de ces questions-là reviennent sur des personnes qui souvent ils se trouvent dans un état de culpabilité constante. Et l'idée d'échec, un des problèmes majeurs que j'ai remarqué, c'est fondamentalement tout ça, il produit pour beaucoup un sentiment d'échec constant. Et l'idée de l'échec constant, qu'il y a parmi nous qui pourrait vivre avec l'idée qu'elle est dans un échec constant, qui tout le temps va revenir sous comme une espèce de cercle vicieux dans lequel, au fond, il ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est pour ça qu'à un moment donné, les tentatives d'avoir de l'argent rapidement par les trafics, des moyens d'autres pour émerger de la société, devient une perspective intéressante. Hein, donc, ça, je parle de la prison de manière générale. Après, si on va sur les questions de radicalisation, pour certains, à un moment donné, les formes de discrimination qu'ils ont subies, les formes de rejet qu'ils ont subies, les besoins de vivre quelque chose, de sentir à un moment donné qu'ils participent de quelque chose d'autre, dans laquelle ils se valorisent. Alors là, par exemple, à un moment donné, l'offre, je l'appelle, l'offre dans le sens qu'à un moment donné, il y a un discours qui est venu pendant les années 2013, 2014, 2015, djihadistes, entendu comme les groupes djihadistes, qui proposent un type de connaissances. Là, ils ont trouvé une réponse à leur quête. Alors, on peut se poser la question, pourquoi l'État, pourquoi la France, dans son ensemble, comme État, comme nation, comme aussi citoyen, il n'arrive pas à fournir autant à répondre à ces quêtes-là. Comment il n'arrive pas à valoriser les personnes
qui souvent sont renvoyés à leur appartenance ethnique dévalorisée, à leur appartenance religieuse stigmatisée, etc., ou à leur quartier souvent stigmatisé. Donc, dans ce sens-là, il y a une vraie responsabilité collective sur la manière après, de ces personnes de se sentir. Et donc, là, pour moi, encore une fois, là-dedans, ils cherchent sans cesse des réponses. C'est ça que c'est intéressant de voir, parce qu'à un moment donné, dans la prison, quand je parle qu'il y a une compétition des récits, c'est qu'à un moment donné, les différents récits qui se produisent en prison, et qui sont évidemment aussi, il y a une porosité, il vient aussi de l'extérieur, ils proposent des manières d'expliquer les injustices et les inégalités, et proposent des manières de s'en sortir de cet échec. Donc, d'une manière, à un moment donné, le discours djihadiste a donné la possibilité de se réinventer, de s'imaginer autrement. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je suis arrivé en prison en 2015, il y a plein de personnes qui étaient même ni musulmans, ni radicalisées, ni d'autres choses, qui étaient vraiment fascinées par cette figure qui portait un discours de rupture vis-à-vis de la société, qui finalement, il répondait à la violence de l'État avec notre violence. Et donc, d'une manière, c'est intéressant de voir comment, à un moment donné, cette fascination venait aussi de la possibilité finalement de trouver une forme des réponses à les injustices qu'ils ont vécues. Donc, pour moi, aujourd'hui, la question, c'est comment on reconstitue à l'intérieur de la prison d'autres récits qui permettent à les personnes d'avoir une reconnaissance de soi, de s'imaginer comme des personnes qui font quelque chose de la société et qui peuvent faire des choses positives dans la société. Bien sûr. Et c'est tout l'objet de tes interventions. C'est l'objet oui, de mes interventions. Et par contre, sur la question des injustices, c'est compliqué parce que entre être victime et se victimiser, la frontière est parfois très floue. Et moi, j'ai rencontré des détenus qui étaient réellement victimes d'injustice et puis d'autres qui s'inventaient des vies. Et la difficulté, c'est sans incriminer celui qui serait en train de se victimiser, parce que ça vient aussi de quelque part. Cette posture victimaire, elle est d'origine, elle a une origine, ça vient de quelque part. Mais moi, j'ai pas envie de tomber dans ce travers et de me laisser emporter. Je parle de moi, hein, de mon travail sur ces questions-là. On m'a d'ailleurs qualifié d'intervenant beaucoup trop empathique en direction des détenus. Moi, je considère que c'est ma manière de travailler, je peux pas faire autrement. La bienveillance est toujours présente chez moi. J'ai d'ailleurs appris à me débarrasser de cette tentation de la condamnation d'un individu en fonction de ce qu'il a fait, surtout quand on l'apprend. C'est pour ça qu'en général, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup plus pratique dans le travail. Mais si ça arrive, il faut savoir travailler là-dessus et voir comment on va bosser là-dessus. Donc, cette question d'injustice, je parlais tout à l'heure d'identitarisme dans le rapport concertant à l'islam, donc ça règle pas les choses. Derrière, il y a une conception binaire du monde qui s'est installée. Il y a eux et nous. Donc une espèce de nous qui prend en otage les jeux et les individus sont plus capables de parler. Et c'est intéressant, moi je l'ai remarqué, hein. D'ailleurs, je le soulève à un moment donné dans nos discussions, c'est ils sont difficilement en capacité de dire, moi je pense que si j'ai fait ça, c'est à cause que je suis comme ça. C'est, ouais, non, mais tu vois bien, nous, on est là, on fait, et on pense que... Et donc, moi, je pose toujours la question, est-ce que vous savez ce que signifie on dans la langue française? C'est de l'indéfini. Toi, en l'occurrence, toi, comment tu perçois la chose, comment tu vois la chose? Et ce qu'il faut, c'est essayer à un moment donné de mettre le doigt, parce que ça passe aussi par là, pour moi, la responsabilisation d'un individu. Je suis pas là pour leur faire la morale, mais parfois, c'est... les gars, moi j'ai eu une séance à la maison d'arrêt de grâce où les types, ils étaient une quinzaine dans la salle, ça n'arrêtait pas la France, pays de merde, l'administration pénitentiaire c'est pourri, c'est ceci, c'est cela. Et donc à un moment donné, je leur ai dit, mais depuis le début, vous me dites que vous êtes musulmans, c'est ça? Oui, oui. Vous avez un livre, il s'appelle le Coran, n'est-ce pas? Oui, oui. Et à l'intérieur du livre, il y a des principes, hein, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas vendre de drogue, d'alcool, etc. Oui, oui. Bah, de deux choses l'une, soit le bouquin il raconte des conneries, mais comme ça je leur ai dit, soit c'est vous les mythos. Et donc ils veulent tout de suite mettre à l'abri le Coran, et dire, non, 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 c'est nous, ne me dis pas c'est nous, dis-moi c'est moi, essaye de revenir à... Et donc c'est très compliqué d'aborder cette question-là selon moi parce que les individus fonctionnent avec des représentations.
Ils ont une représentation de ce qu'est la justice ou de ce qu'elle devrait être, une représentation de ce qu'est la France et une représentation de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et ces représentations ne sont pas figées, c'est des représentations qui se construisent, qui se déconstruisent, qui évoluent, etc. Et quand les gens me disent la France, pays pourri, je dis mais c'est quoi la France? Raconte. C'est qui la France? Ça, c'est une question, j'ai envie de dire, Pierre, c'est qui la France? C'est pas toi, moi, et c'est nous, la France. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, comme cette étude sociologique dont vous avez dû entendre parler, le titre du livre, c'est La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Eh ben oui, on peut la quitter en considérant que la France ne nous aime pas, mais on peut aussi se dire, je vais relever les manches et je vais aller au casse-pipe. Parce que de mon point de vue, et c'est ce que j'essaie de dire, notamment dans mon dernier spectacle, la France, elle n'est pas telle qu'elle est. Elle est telle que tu la vois, et je dirais même plus, elle est telle que tu choisis de la voir. C'est une question aussi de représentation psychologique, comment on voit les choses. Alors, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je terminerai avec une blague, histoire de détendre un peu l'atmosphère, même si elle est détendue en réalité. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome du cric. C'est le cric pour monter. Je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome. Non. Voilà. Ben, le syndrome du cric, c'est quoi? C'est un mec qui voyait toujours le monde noir, c'est-à-dire ça marche pas et quoi qu'il arrive, avant même que la chose arrive, il anticipait en se disant ça va mal se finir. Il avait toujours des scénarios catastrophes. Et un matin, il se lève pour aller au boulot, il trouve qu'il a 2 pneus de crevés, mais il n'a pas de cric. Donc il faut qu'il aille chez le voisin. Et le voisin, il lui parle pas beaucoup, mais le voisin ne lui a rien fait. Et donc, en allant chez le voisin, il commence un scénario. Donc, voilà, Technicolor, machin, etc. Il va, je suis sûr, ouvrir la porte, qu'est-ce que tu veux, bougnoule, machin, trop, il rentre dans ton pays, t'as rien à faire, le grand remplacement, machin. Et il se monte comme ça une cabale tout seul dans sa tête sur son voisin. Et au moment où il frappe à la porte, son voisin ouvre la porte et il le regarde, il lui dit, j'en veux pas de ton cric. Eh ben, on a des gens, moi j'ai un frangin, il est un peu comme ça. C'est-à-dire que pour lui, tout va être comme. Donc on peut essayer d'inverser parce que ça peut changer aussi pas mal de choses, je pense. Donc cette question des injustices, elle est pas simple Elle est pas simple, ouais. Moi, je vais remettre sur ça. Pour moi, il y a une chose. Le travail que souvent, quand je parlais des recherches et actions, non, à un moment donné, on constate un récit, justement collectif. Hein. J'insiste que les récits sont souvent collectifs. Et donc, à un moment donné, ils ont aussi besoin d'exprimer cet sentiment d'injustice. Là, on est en phase, là, évidemment, si on s'arrête sur l'expression de ce sentiment de l'injustice, au fond, on reste sur une expression qui est banale, parce que c'est celle qu'on exprime tous les jours dans l'espace carcéral, en forme de victimisation. Beaucoup disent, moi, j'ai rien fait. Ah, donc, après, quand vous travaillez avec les personnes, après un peu de temps, on dit, oui, non, effectivement, j'ai fait quelque chose. Je suis là pas pour rien. Alors donc, fondamentalement, ce qu'on fait, ce que tu penses que tu fais, que nous on a fait dans la prison, c'est celui d'accompagner les individus dans un processus justement de cette expression collective, du malaise, qui donc souvent s'exprime de manière très nette. Les surveillants nous discriminent, il y a des injustices au quotidien, il y a des injustices dans les écoles, au fond, il y a cette construction de quelque chose qui, à un moment donné, vous voyez, les personnes se sont rassurées dans ce. Sauf que c'est insatisfaisant. Parce qu'elle les laisse dans une condition qu'il y a fondamentalement, il n'y a aucune sortie. Et aucune aussi justice vis-à-vis de soi-même. Donc, souvent, les processus, une fois que cette expression s'est faite, c'est celui aussi, à un moment donné, d'aller travailler ces récits collectifs pour faire émerger les différentes expériences. Alors souvent, les différentes expériences peuvent être celles, encore une fois, collectives, mais après, au négatif, ou celles, peut être aussi celles positives. Par exemple, à un moment donné, c'est le travail de faire réémerger les liens affectifs. C'est que les personnes ont fait des positifs dans leur quartier. C'est que comment décrire, par exemple, les quartiers d'où ils viennent. Et l'expérience familiale, ou l'expérience qu'ils ont vécue dans l'école. Donc, ou à l'école, ils ont fait les 400 coups. Mais en même temps, ils aimaient les professeurs qui après les a aidés. Petit à petit, toute cette reconstruction-là, il permet à un moment donné de sortir de ces nous pour s'individualiser. Et au fond, à un moment donné, d'être capable d'essayer d'exprimer les responsabilités, d'exprimer aussi les désirs qu'on a. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas en prison, souvent, c'est aussi l'expression du désir, de ce que les personnes veulent. Il y a une tendance à on veut, hein, de manière collective, alors que je pense que l'individu, à un moment donné, il sort à travers un processus. Non, donc nous, on avait mis en place une série d'actions dont il y avait d'abord le théâtre, justement d'abord pour exprimer les malaises qui régnaient, donc les sentiments d'injustice, et après, à travers toute une série d'étapes,
confronté avec la confrontation avec d'autres acteurs, dans les surveillants, dans des personnes qui parlent des sociétés, des membres des sociétés civiles, de Pôle emploi, etc. Petit à petit, on voit la personne se détacher du collectif pour exprimer de manière individuelle Mm. les besoins, Mm. les frustrations qu'il a, mais aussi les désirs et les possibilités qu'il a. Donc, je pense d'une manière, il y a un besoin collectif d'exprimer collectivement une injustice, mais après, on est aussi individuel de se détacher, de voir comment on peut réparer ou se réparer aussi. Ouais, c'est super intéressant de voir les différents points de vue que vous avez, et puis c'est une manière dont on navigue entre responsabilité collective et puis responsabilité individuelle nécessaire, bien sûr. Dans le- Moi, je voudrais y ajouter peut-être une troisième Mm. dimension, et ce sera le troisième axe, du coup, qui est aussi la responsabilité de l'État et de l'administration pénitentiaire, en fait. C'est-à-dire qu'on a parfaitement identifié ce besoin d'expression, ce besoin de parole, ce besoin de théâtre, ce besoin de faire réexister, en fait, les individus au sein d'un collectif déficient dans la société ou d'un collectif Mm. déficient dans la prison. Est-ce que la prison en tant que telle est un espace où l'individu peut exister? Alors, au-delà des quelques chanceux qui ont la possibilité de faire des ateliers théâtre avec des intervenants de qualité, des intervenants tout court en fait, parce que ils sont tous de qualité, mais il y en a très peu et on le sait bien. Toi, dans le cadre de ta recherche-action, en quoi est-ce que aussi la prison participe du problème? C'est-à-dire vraiment à gommer les individualités, à empêcher Absolument. tout ce qui s'apparente de près ou de loin à du collectif. Ça, on le sait, il n'y a absolument aucune possibilité de Mm. s'associer, enfin de former une association, un syndicat par le travail, et même toute tentative de former une quelconque forme de collégialité est réprimée ou enfin, est vraiment durement réprimée, quoi. Donc en quoi est-ce que l'administration, l'institution carcérale en tant que telle, par nature, participe du problème? Alors pour moi, la prison est les problèmes. C'est pas la solution dans le sens évidemment, hein, on va mettre des personnes qui ont fait des choses en prison. C'est pas là, je ne sais pas d'en dire qu'il faut pas mettre les personnes en prison. Je dis la prison est le problème, même pas seulement pour les prisonniers, pour les détenus, mais aussi pour les surveillants, Mm. pour ceux qui travaillent, parce que tout le monde est dans une espèce de frustration constante. Parce Mm. qu'au fond, même les personnes, imagine un surveillant qui travaille 20 ans en prison, qui tous les matins Mm. s'élève à 6 heures du matin, même plus tôt, pour aller à la prison, il fait des kilomètres, il va là pour ouvrir, fermer les portes, accompagner les personnes en promenade, à la douche, se faire insulter, vivre dans l'ambiance et doivent faire la grosse voix. Mm. Qui a envie de faire ça? Quand vous voyez, quand vous mettez en place quelque chose qui est, entre guillemets, participatif, dans lequel on imagine qu'on peut penser l'espace prison différent, les personnes retrouvent aussi l'essence du travail qu'ils font. Donc, quand je parle de ça, je parle en général. Je pense que la prison a un lieu négatif, d'abord, pour les chiffres. Hein. On a les taux d'incarcération, les taux les places. Mm. Il y a une surpopulation Mm. extrême. Il y a un travail très limité dans lequel la partie punitive reste majoritaire. Il y a très peu d'activités. À un moment donné, les personnes radicalisées avaient de la chance parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient radicalisés, faisaient faire des activités à côté, spécifiques pour eux, mais la plupart des personnes, ils font rien. Ouais. Sauf au fond de leur cellule, dans une espèce de nuit constante, dans un vide, dans laquelle chaque petite rumeur devient une vérité absolue, alors que des fois, ce sont des fausses informations. Mais circule justement, toute cette ambiance-là crée une forme de- d'incapacité à un moment donné à se penser différemment. Et je pense que la prison fait les prisonniers. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a la prison, au fond, il crée les conditions pour les personnes de penser qu'il n'y a pas d'autre solution. Qu'au fond, ils sont pris dans une espèce de cercle vicieux. Au fond, ils s'élisent à travers les mêmes prismes que la société produit, que le débat public produit, et qu'au fond, la prison est sans cesse en train de produire des catégories qui enferment l'individu. Et l'individu ne peut pas se penser différemment. Et donc, là, je pense que ça, dans ce sens-là, et ça, je n'ai pas forcément aux responsabilités soit de l'administration pénitentiaire qui fait aussi des choses. Hein. Il ne faut pas oublier, il y a plein de gens qui travaillent et travaillent aussi. Je pense aujourd'hui qu'il y a une manière de penser la punition, l'espace carcéral. Qu'est-ce que c'est la fonction de cet espace qu'il faut vraiment repenser dans la société française et pas seulement française. La France, c'est un des pays dont les taux d'incarcération augmentent plus que beaucoup d'autres pays en Europe ou dans le monde. Hein. C'est un des pays où une espèce de volonté de punition constante. Alors on voit qu'au fond, les personnes, bon, c'est une banalité de le dire, mais rentrent avec des petites choses, qu'on dit un ils rentrent par petite délinquance, ils sortent avec des compétences sous des crimes beaucoup plus importants. Et donc, fondamentalement, il y a quelque chose dedans, des négatifs, des néfastes. Après, une fois qu'on a dit ça,
Je pense que la prison, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais parce qu'après, dans la prison, il y a justement aussi la possibilité de retrouver des formes de relations entre l'individu. Alors, je reviens sur un aspect qui est tout souligné, la possibilité d'action collective. Moi, encore plus que l'action collective, je pense qu'il faut multiplier les espaces des débats où les personnes, les malaises s'expriment, et les malaises est travaillé pas par des psychothérapeutes, par des comédiens, des sociologues, mais des personnes qui accompagnent les individus à travailler les malaises collectifs pour les faire sortir les malaises aussi individuels, pour voir aussi comment individuellement on peut participer au bien de la société. Bien de la société, vous dire aussi bien familial, dans les relations quotidiennes, comment les personnes peuvent s'imaginer autrement. Et je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est recréer beaucoup des ateliers de travail, des ateliers de discussion, d'expression constante. Alors, les personnes, ils passent 22 heures par jour dans des cellules qui sont 9 mètres au carré, au 12, sur des fois 2, 3 personnes. Imaginez la chaleur qu'il y a aujourd'hui. Imaginez, aujourd'hui, je venais ici, je pensais à des personnes qui sont en prison aujourd'hui avec 40 degrés. Ils sont à 3 dans une même cellule dans lesquelles, c'est pas que demain matin, ils vont faire quelque chose d'autre. Après, des fois, ils font le foot, ils font des choses comme ça. Mais donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est là-dedans. Alors, pour rester sur le mot radicalisation, si on n'est pas radicalisé, on se radicalise. Alors, non, dans le sens comme on construit, on rage, et donc on assume ces discours victimaires comme les porteurs de la propre identité. On s'est construit autour des récits où la victimisation devient l'axe portant pour contester tout. Et contester soi-même aussi. Au fond, on pense qu'on n'est plus capable de... La seule manière qu'on a, c'est d'aller à l'affrontement verbal. Voilà. Et donc, je pense que la prison, plus que... Il faudrait que les prisons, pourquoi pas, oui, des journaux internes, pourquoi une manière de se réunir. Mais encore plus pour moi, c'est la possibilité d'avoir tout ce que le ministre Darmanin, un jour, elle a défini les choses ludiques. Les échecs, c'est fondamental en prison. Les théâtres, la couture, les massages, le yoga, les plantes. Une personne que j'ai vue plusieurs fois pendant une année, à un moment donné, elle allait là, était nommée jardinier dans la cour. Il avait un sourire comme ça, pouvait se vivre à travers. Parce qu'à un moment donné, on avait une posture qui changeait parce qu'à un moment donné, tu fais autre chose. Tu n'es pas seulement dans la posture du condamné avec les délits ou les crimes que tu as fait, qui est celui que tu as écrit ici, parce que tout le monde t'appelle à travers ce que tu as fait. Et donc, à un moment donné, il y a que cette nécessité de créer des espaces d'échange, de penser les personnes différemment, de se penser différemment. Et ça passe par les ateliers de théâtre, ça passe par les ateliers de parole, par les ateliers de journalisme, passe par les ateliers de différentes activités que chacun peut apporter. Et donc, d'une manière, il faudrait faire que la prison reste un endroit de punition, mais c'est un endroit où aussi, où il y a différents intervenants, notamment extérieurs, qui portent une autre manière de regarder, de se regarder, de construire des espaces de dialogue, des espaces d'expression. Des expressions qui est déconstruire aussi un discours politique, dans le sens qu'à un moment donné, les mots de la société doivent faire l'objet de débat. Quand on aborde à un moment donné qu'est-ce que c'est l'islam aujourd'hui dans la société française, qu'est-ce que c'est la guerre en Irak, qu'est-ce que c'est la Palestine, c'est pas des sujets qu'il faut... Ou qu'est-ce que c'est aujourd'hui la laïcité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les changements climatiques. C'est pas des sujets à lesquels on peut dire vous participez pas parce qu'on ne sait pas gérer vos discussions. Si on veut que les personnes sont des citoyens, ils doivent participer à la cité. Même s'ils sont en prison, ils doivent participer au débat collectif sur qu'est-ce que c'est la société. Qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est mal. Ils sont pas, si on prive cette capacité de réfléchir et d'agir, on les rend assujettis. Et quand une personne est assujettie, il est victimaire. Il assume des postures d'affrontement, il assume des postures radicales. Et donc, il est aussi sensible à des récits qui lui disent cassons tous les liens. Et donc, pour moi, il y a vraiment là quelque chose, une responsabilité collective à penser la prison différemment. Alors, si on ne peut pas les faire dans l'ensemble de la prison aujourd'hui, on faudrait commencer à faire des prisons plus expérimentales ou commencer à faire autre chose. Plutôt qu'un s'intitoyer à faire L'objectif, c'est quoi? Construire plus de prisons pour mettre plus de gens dedans. Moi, je trouve que ça exprime les malaises de la société française en ce moment. Sur le sujet, juste dans la continuité de ce qui vient d'être dit, réformer, le milieu carcéral aujourd'hui reviendrait à ce que voulait faire un certain ministre quand il voulait dégraisser le mammouth qu'était l'éducation nationale. On sait ce qui lui est arrivé.
Donc c'est une grosse machine et la réformer aujourd'hui, je pense qu'il va falloir encore beaucoup, beaucoup de temps pour que ça puisse se faire. Alors comparaison n'est pas raison, mais moi j'ai eu la chance de rencontrer la directrice d'une prison marocaine à Fresnes. Donc elle était venue voir un petit peu ce que proposait Fresnes en termes d'activité en direction des détenus. Et on a mangé ensemble à midi et Au Metz. elle rigolait. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Elle m'a dit, mais c'est pas de la prison, ça. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que chez nous, le prisonnier, quand il est en prison, il sait pourquoi il est en prison. Je la cite, elle. Il n'y a rien de tout ça. Il purge sa peine, point barre. Il n'y a aucune récompense le concernant, etc. Donc, elle, sa conception de l'incarcération, Mm. punition, c'est très clair. La prison, c'est pour punir et Et ça. pour faire en sorte que l'individu n'ait plus envie de revenir, donc plus envie de récidiver. Il faut reconnaître que dans les pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ça marche à peu près. La récidive, je n'ai pas de chiffre exact, mais beaucoup moins importante que ici en France. Ça ne veut pas dire qu'il faut réprimer davantage. Oui, puis Moi, ça veut pas dire que parce que la prison punit exclusivement qu'elle dissuade. exactement. Mais Mm, moi, c'était juste pour mettre mm, mm, en relation deux réalités totalement mm, différentes et pour amener la réflexion sur effectivement la prison aujourd'hui, que propose-t-elle aux détenus? Est-ce que c'est à la majorité des détenus, etc. Il y a plein de choses qui sont proposées aujourd'hui et puis il y a tellement de choses qu'on pourrait proposer qui ne le sont pas. Encore une fois, parce qu'il y a des expériences qui sont menées, qui sont des ratés. On considère que il fallait pas faire ça, etc. On n'aurait jamais dû le faire. Je vous ai cité tout à l'heure le cas de l'atelier d'initiation à l'art de la psalmodie coranique, mais c'est également quand un individu essaie de se prendre en charge sur un plan purement individuel, qui décide d'essayer de faire des études. Moi, j'en ai rencontré et des gens qui est-ce qu'il y a plein de profils en Mm. réalité? Moi, j'ai rencontré des gens Non, qui bien viennent sûr. pas de famille éducation, machin, etc. Notamment un que j'ai en tête. Alors lui, dans son dossier, il avait un gros problème, c'est que son beau-frère, c'était l'un des deux frères Kouachi, mm, donc il était marié avec une de ses sœurs. Donc lui, il a voulu aller en Syrie, s'est fait arrêter en Bulgarie, et je l'ai rencontré à Fresnes. Il a fait 8 ans de prison. Il a demandé à me revoir dans un autre établissement. On s'est revus, on a discuté. Donc il a passé un diplôme de pâtissier. Il a fait des études de sociologie. Mm. Et donc, il est sorti et voilà. Bah, on a décidé de lui enlever la nationalité, de le frapper d'une OQTF. mm, Et je trouve que là, effectivement, c'est une erreur selon moi parce que Mm. l'individu aurait pu énormément apporter. mm. Moi, j'ai réussi à le faire jouer dans une pièce de théâtre dans le 18e arrondissement où il a accepté de venir jouer. Il a joué deux, trois représentations et puis après, allez, dehors, on veut plus de toi. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, c'est-à-dire profiter des gens qui sont passés par là et qui ont des choses Mm. à dire. Ils ne savent pas forcément les exprimer comme des gens qui ont pris le temps d'écrire un livre et qui savent un peu formuler, formaliser les choses, mais les amener en tant que témoins. Je pense que ça pourrait être extrêmement, Mm. extrêmement intéressant. Mais de là, imaginer qu'en France, on puisse réformer le milieu carcéral, je ne dis pas que c'est ce que tu disais, je dis juste que moi, Mm. ça me semble vraiment compliqué. Moi, on m'a dit un jour, très clairement, une gradée m'a fait non, non, mais ils n'ont jamais rien fait, ces gens-là. Pour elle, tout le monde était dans le même sac. Mm. Mm. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on regarde, il y a des gens qui ont fait des choses bien plus graves que ces détenus-là, qui sont à l'extérieur, d'aucuns avec un bracelet électronique. Après 3 semaines, ils ont écrit des bouquins et ils se baladent tranquillement. Et donc, ça peut mettre en colère à un moment Mm. donné. Et ce que tu disais tout à l'heure est exact. Le type, il rentre en prison. Moi, j'ai rencontré un détenu à la maison d'arrêt de Nice. Il est rentré en prison parce qu'il a envoyé ce qu'ils appellent eux des koras. C'est des ballons qui gonflent avec téléphone portable, du shit, de la bouffe. Le ballon est passé. Paf, il est allé de l'autre côté. Le gars, c'est un primaire. Il n'a jamais fait de conneries. Il a pris 12 mois. Mm. Il s'est battu en prison. Ils lui ont mis 6 mois. 18 ans, 18 mois de prison. Mm. Effectivement, là, je considère qu'il y a peut-être d'autres Mm. moyens Mm. d'envisager les choses. S'il avait envoyé quelque chose d'extrêmement dangereux, un couteau, quelque chose. Bon. Donc là, il y a effectivement des choses à revoir. Qui va accepter de les revoir? Qui aura le courage de le faire? Parce que c'est une institution, la prison en France. Mais je vous apprends rien, de toute Non, façon. non. Non, mais moi, il y avait un moment.
il y a un moment, il y a eu une fenêtre d'opportunité, pour exemple, de repenser la prison. C'est après le Covid, hein. Le Covid avait obligé à libérer beaucoup de personnes. On est revenu à des chiffres différents. Beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations, dans l'OIP, je pense aussi. Ils ont dit, c'est le moment d'intervenir pour repenser qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus claire. Parce que, par exemple, moi, je pense pas, c'est correct ce que tu dis, il y a des détenus très différents en prison, hein. Des personnes très violentes, des personnes que je ne voudrais pas voir dehors, très clairement, hein, personnellement. C'est pas moi qui décide, mais en général, des choses bah, d'autres, par exemple, qui on voit sont dans une posture totalement de réhabilitation, de reconstruire les liens avec les sociales et de réintégrer. Alors donc, pour moi, il y a des choses qu'aujourd'hui, il faudrait adapter aux personnes qui rentrent, personnes qui sont en train de sortir. Aujourd'hui, les personnes, souvent, ils sortent de manière sèche. Dans le sens qu'ils sortent sans aucun accompagnement, ou très peu d'accompagnement, sauf par des SPIP qui sont ils ont débordé, donc ils sont tombés, c'est les pauvres. Encore une fois, on a des personnes qui travaillent dans une urgence constante. Hein, donc, à un moment donné, en prison, beaucoup de détenus ne connaissent pas leur SPIP. Pourquoi? Parce que les SPIP ont 50, 60, même 120 Bien sûr. personnes à suivre. Parce que les durées de détention sont très courtes et il y a Alors, donc, vous voyez, rien ne peut être fait. oui, il y a des profils différents à laquelle aujourd'hui, il faudrait réadapter la réponse. Certains, il faudrait vraiment les accompagner dans une processus qui sont là, on les voit. Et la réalité, alors je reviens sur l'idée, juste pour, est-ce qu'on va évaluer? L'évaluation est négative. L'évaluation n'est pas négative, de toutes les choses. On évalue des personnes pour voir comment on peut les accompagner, c'est une chose. On voit les personnes s'ils sont dangereuses, c'est une autre. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a pensé l'évaluation sur comment un outil de sécurité. Pour les questions. Alors qu'évaluer, si quelqu'un est fragile et a besoin d'aide, s'il n'est pas à sa place, c'est la prison. Pour faire ça, il faudrait toujours que les personnes qui travaillent autour, ils ont un dialogue, pas juste un regard, pas juste des notes, dire il a fait ça, il a fait ça. Un dialogue avec la personne pour comprendre les fragilités et les potentialités et là intervenir. Donc, et redonner une réponse adaptée. Alors aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, là, on ne fait pas ça. On fait ça un peu pour les questions du suicide. Oui. Hein. On fait un peu ça. On fait les ateliers pour les questions de violence sexuelle, par exemple. Hein. Donc, voilà, pour les personnes violentes et les cadres familiales. Mais on n'a pas beaucoup d'endroits où, à un moment donné, on essaie de construire un dialogue pour comprendre les personnes. Pour nous, quand on avait fait notre recherche-action, que c'était évaluation, hein, les outils de détection de la radicalisation et prise en charge, c'était justement construisons un dialogue et un type d'évaluation qui n'est pas punitive en soi, seulement sous la sécurité, mais axé sur les besoins de l'individu. Et là, on va réadapter la réponse. Tout à fait d'accord, on ne va pas réformer aujourd'hui la prison, mais il faut aussi imaginer qu'à un moment donné, il faut sortir de ce qu'on est, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'aller vers quelque chose de mieux. Moi, depuis que j'ai mis les pieds en prison, la situation, elle ne fait que se dégrader. Et je pense que l'OIP, c'est une organisation intéressante qui dénonce ça depuis longtemps. La contrôleuse générale des privations de liberté, les rapports, on les lit un après l'autre, on a un sentiment que les choses s'empirent. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose dans lequel, à un moment donné, la question, qu'est-ce qu'on fait avec la prison? Alors, c'est pas nous qu'on va dire, nous, on participe un peu à participer au débat, mais je pense aujourd'hui que ceux qui sont en charge de la chose publique et qui se candidatent pour des futures élections, par exemple, devraient dire, on doit repenser certaines choses de la prison. Pas l'ensemble de la prison, mais commençons quelque part. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas où on commence. Alors, comment conjuguer le concept de prison comme punition avec un concept de rééducation? Comment rééquilibrer l'objectif coercitif avec le besoin de communiquer abordé dans ce séminaire? Il y a aussi des besoins beaucoup plus basiques qui ne sont pas pourtant pris en compte, notamment le surpeuplement des prisons. Oui. Et est-ce que l'opinion publique aujourd'hui, telle qu'elle est si manifestement manipulable et extrémisée, serait un allié ou un adversaire par rapport à ce type d'initiative? L'opinion publique, adversaire ou Bon. initiative. Moi, je vais commencer par la dernière question. Là, c'est pareil, je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas une opinion publique en France, mais il y a des opinions publiques, et donc on peut effectivement rester euh, vraiment se focaliser sur ce qui fait le plus de bruit aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extrême droite serait devenu la norme d'une certaine manière. Or, je connais plein de monde qui sont très critiques quant à la prise en charge. On n'en a pas parlé, mais par exemple des mineurs dans les établissements mineurs, dans les CEF, etc. Et puis
la prise en charge des femmes quand il s'agit des femmes. Donc il y a un regard assez critique et une volonté d'aller vers effectivement le dépeuplement, la surpopulation dans les... moi, je suis tombé sur un documentaire tout à l'heure très éloquent en la matière. Grenoble, donc la prison à Grenoble, c'est 280 places, il y a 400 personnes actuellement. Donc vous imaginez, ils sont 4 par cellule, donc c'est effectivement invivable, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de, etc., etc. Donc moi, il me semble que il y aura un discours effectivement qui sera fort et qui dira non, non, mais les gens qui ont commis des actes délictuels doivent soit aller en prison, soit pour certains être renvoyés chez eux, comme si c'était pas ici chez eux, mais bon, ça c'est peut-être un autre débat, quoique lié, et qui pensent qu'il faut plus de répression, que c'est qu'avec plus de répression qu'on va régler ces difficultés. Mais il y a tout le travail de prévention qu'on peut essayer de faire en avant. Moi, quand je dis radicaliser la prévention, c'est quoi? C'est que la prévention, elle existe depuis toujours. L'éducation populaire et permanente, c'est quelque chose qui existait. Il y a des gens qui sont encore porteurs de ça. Mais moi, je sais qu'ici, par exemple, vous allez perdre un financement public et donc que ça devient compliqué pour vous ici. Et donc, et en fait, on est en train de se barrer en arrière comme ça, ce qui n'est absolument pas normal. À une époque, quand on avait besoin d'un peu de subventions pour encadrer des jeunes, leur faire faire du théâtre, les amener à faire de la musique, de la danse, des sorties culturelles, etc. Bah, c'était là, avec le problème de budget qui a mis des mois et des mois à être voté, et encore. Il y a plein de troupes de théâtre qui ont mis la clé sous la porte, il y a plein d'associations qui ont fermé. Et donc là, on ne va pas radicaliser la prévention, on va se laisser aller. Et le drame ou le comble de la prévention, je le dis souvent, c'est qu'on n'a aucun moyen de vérifier que ça a marché. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, lui, il est passé entre mes mains, on a fait un truc ensemble. Oui, alors? Ben, c'est pour ça qu'il n'est pas parti en Syrie, hein. Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, après coup, quand la personne elle a fait quelque chose, on n'est plus dans la prévention, on essaie de réparer. Moi, ça m'est arrivé avec des détenus qui m'ont écrit des lettres et qui m'ont remercié, qui ont changé de point de vue, en tout cas sur le moment. Parce que c'est pareil. Moi, j'ai toujours aussi cette difficulté quand on discute, quand on échange, quand on crée des lieux d'échange. Moi, j'ai dit dans le livre, il faut l'occasion fait le larron. C'est-à-dire quand on crée des occasions comme celle-là, d'échanges, de discussion, les gens vont prendre part à la discussion. Mais quelle est la part de sincérité dans la prise de parole et celle qui est en train de se dire, bon, lui il est là, qui c'est qui l'a envoyé, le ministère de la Justice, donc il est là pour m'évaluer, donc je vais tout dire bien comme il faut, comme ça je suis sûr pas. Et on n'est plus dans une vraie discussion, donc il faut pouvoir ramener encore une fois les choses très terre à terre. Donc cette idée de, oui effectivement, mais il faut continuer à se battre et à réclamer ce qui pourrait nous servir à faire ce travail dans les écoles, les collèges, les écoles primaires. Il y a un boulot à faire. J'ai découvert, moi, qu'en Amérique du Sud, par exemple, ils commencent la philosophie en CM2. C'est formidable. Ouais. C'est formidable. Et ben, il faudrait peut-être envisager, alors là, c'est encore notre sujet, la réforme de l'éducation nationale. C'est encore une discussion. Ça, mais je prends la balle, on dit, pas la balle, Au vol. italien, au vol. C'est, imaginons que dans tous les prisons, on faisait des ateliers de philosophie, tous les détenus. Je rigole, c'est évident, c'est une provocation, mais dans le sens, je pense qu'à un moment donné, il y a ça. Je pense qu'à un moment donné, il manque vraiment quelque chose aussi de penser les personnes, de mettre les personnes en valeur dans leur capacité de produire de la réflexion. Hein. Et ça, je pense que c'est une chose. Le théâtre fait ça, à un moment donné, il permet les personnes de produire quelque chose aussi. Et aussi l'école en prison. Quand on voit certains enseignants dans l'école en prison, ils sont capables d'accompagner les personnes à se revoir comme des producteurs de quelque chose de bien. Hein, donc, et moi, je reviens sur cette idée des besoins basiques. Elle a été qu'il y a des besoins de base. Hein, parce que vraiment, aujourd'hui, il y a par exemple, la sous-population carcérale, c'est quelque chose. Comment on peut réfléchir à faire quelque chose dans des conditions comme ça? À un moment donné, il y a alors, la réponse qu'il y a depuis quelques années, c'est on va faire plus de places de prison. Ils sont en train de construire des prisons. On voit déjà l'échec de cette politique. C'est pas parce que je suis moi. Je pense on va constater qu'ils vont faire plus de places, ils vont mettre plus de personnes pour une période de cela, et après,
Qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit des places. De manière, il y a quelque chose là aussi d'un aveuglement et que c'est dû aussi souvent à à une sorte d'annonce. Donc, ça concerne la société en général, ou la politique française en général, et pas seulement française. Parce que ça, on le voit un peu partout, mais une sorte d'annonce. Chaque ministre veut faire une annonce un peu plus que l'autre, en vue de sa réélection, je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, on a une politique qui est. Quelle est la politique pénitentiaire de la France? Moi, je ne sais pas trop. Bien sûr. Sur la surpopulation, juste peut-être, et après je te laisse répondre pour la suite, mais je pense qu'il faut faire attention avec ce terme de surpopulation à ne pas non plus évacuer le problème principal. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à concentrer Mm. l'ensemble des maux de la prison. Si la prison dysfonctionne, c'est parce qu'il y a de la Non, surpopulation. non, non, Et je pense que c'est aussi important de ne pas ramener et de réduire le problème à la question de la surpopulation, qui est évidemment dramatique et qui empêche, qui rend la prison aussi afflictive et aussi euh, terrible dans les conditions de détention qu'elle offre aux détenus. Mais on peut aussi parler de surincarcération, se dire qu'en fait on Ah, incarcère trop de gens et qu'en réalité s'il y avait 30 000 personnes dans 30 000 places de prison, les problèmes principaux de la prison seraient les mêmes en réalité. Si l'offre d'activité serait tout aussi carencée, si la disponibilité des conseillers, conseillères pénitentiaires d'insertion de probation serait tout aussi limitée, si les établissements étaient tout aussi dégradés, etc., en fait, on aurait le même problème. Ça mm. poserait le même problème fondamentalement. C'est pas parce qu'il y a la surpopulation dans cette proportion-là que la prison dysfonctionne. Voilà. La prison dysfonctionne pour d'autres raisons parce que voilà, on lui. Non, aussi pour d'autres, parce qu'il faut m'aider la surpopulation, il a une conséquence majeure, c'est qu'à un moment donné, l'individu disparaît. Ah ben, Par exemple, deux fois, vous avez des personnes qui sont au fond de leur cellule, ils vont plus même plus en promenade, les personnes dans la prison, parce qu'on les oublie, parce qu'on a tellement de personnes à gérer. Donc ça, c'est une conséquence de la surpopulation. Après, je suis d'accord sur l'idée, à un moment donné, il y a un problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on punit aussi? On est dans une phase qui ça, dans une phase d'une société punitive sous des formes de contestation, sous des formes de trafic qu'aujourd'hui on pourrait bien passer à autre manière de les gérer. Hein. Alors, on a sorti il y a quelques jours un rapport sur les personnes qui se retrouvent souvent noires et arabes au débanlier, parce que c'est très vraiment affiché comme ça, qui se retrouvent avec des amendes de 30 000 euros à payer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des tapages nocturnes, subordination et crachage. Les trois choses principales pour lesquelles ils cumulent des amendes, que personne ne peut vérifier comment ils sont faits, tout ça, et qu'à un moment donné devient ingérable, et qu'à un moment donné, ils sont dans une position qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas plus travailler, ils n'ont plus intérêt même pas à aller travailler, parce que l'argent est saisi. Et qu'est-ce qu'ils vont finir? Hein? Pour moi, ils vont finir un jour en prison. C'est possible que là, ils vont payer la dette comme ça, je sais pas. Donc, à un moment donné, c'est que je veux dire qu'à un moment donné, on a ça, quand je crée une situation de constante opposition, hein, par exemple, entre les forces de l'ordre et une partie de la jeunesse. Une opposition qui est créée, en fondament. On a presque une. Là, il y a quelque chose à travailler. Ah bon. Pour sur la question de la punition et réhabilitation, après, si on regarde la prison, l'histoire de la prison, elle était toujours comme ça, hein, toujours flotter entre deux conceptions. Dans une partie, la punition est punitive. Hein, on punit quelqu'un qui a fait quelque chose contre les lois ou un crime, qui est contre les biens publics, contre la tranquillité publique, ou les vivre ensemble, si on veut. Parce que après, quand vous allez en prison, justement, quand les personnes commencent à raconter ce qu'ils ont fait, eux-mêmes, ils ont honte des fois parce qu'ils ont fait des choses horribles. Hein. Et, il faut pas, c'est pas tous, ça dépend qui, hein, évidemment, il y a des degrés différents. Mais donc, il y a un côté punitif qui c'est pas qu'il faut évacuer. Je pense que quelqu'un prenons l'exemple, qui a vu un ami, sa fille violée par quelqu'un, il veut pas voir la personne dehors à se balader, disant le pauvre doit se réhabiliter. Et il y a aussi quelque chose qui, à un moment donné, il y a une punition que la société doit assumer. Donc, moi, je suis pas du tout pour l'idée qu'il faut évacuer la partie punitive, notamment quand vous voyez aussi les personnes, comment ils ont, par exemple, en prison, on trouve beaucoup de personnes qui sont dans une posture de violence accrue, énorme, dans lesquelles la violence devient un moyen de communication avec les autres. Alors donc, c'est évidemment, il faut faire les accompagner à sortir, à mettre en question la violence qu'ils utilisent, mais la violence fait partie. Donc, pour moi, la punition reste quelque chose qui est tout à fait légitime, nécessaire, etc. La question après, comment on accompagne ça avec des formes de réhabilitation qui justement doivent être adaptées aussi au profil, aux personnes. Je donne un exemple. J'ai vu des personnes rentrer, je suis des personnes sur 1 an et demi, par exemple, dans des dialogues, hein, dans des ateliers, des choses différentes. Au début, je dis, bon, cette personne-là, maintenant, elle a besoin plutôt d'exprimer sa rage, c'est tout. Revendiquer son adhésion à Daesh pour rester sous les thèmes et tout ça, voulait faire un attentat et tout.
Et après, on a vu petit à petit, justement, toute une série d'évolutions créées avec les surveillants, avec les psychologues, l'école, nous, hein, donc toute une série de choses, lui, la famille. Et à un moment donné, on voit qu'à un moment donné, l'évolution de la personne, que lui-même constatait, permettait à un moment donné de rentrer dans une logique totalement d'autre. Donc, plutôt que c'est avant, c'était plutôt une forme de contrôle qu'il fallait exercer sur lui parce que c'était même un peu dangereux. Petit à petit, on voit que la forme qu'on aurait dû adopter, ça aurait été beaucoup plus celle de l'accompagner à remettre en question son parcours, à les redéfinir par rapport à l'ensemble de sa vie. Donc, dire, bon, c'est une partie de ma vie, c'est passé comme ça, et réintégrer la société, à imaginer les liens qu'il pouvait rétablir avec la société. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il est souvent absent. Il y a des cas, il y a des situations, parce qu'à la prison, il y a des enseignants, des SPIP, des directeurs de prison, des surveillants, des psychologues, etc., et même d'autres détenus qui accompagnent certaines personnes hein, donc dans la réhabilitation, mais c'est pas structurel. Moi, il y a un mot intéressant qui a été évoqué dans une des questions sur lequel j'aimerais bien dire deux ou trois mots, c'est le mot de rééducation. Mm. La rééducation implique qu'à un moment donné, on était éduqué, il s'est passé un truc, on s'est retrouvé, et il faut rééduquer la personne à ce qu'elle était préalablement à ce qui a pu lui arriver. Dans ce qui concerne, moi, mon travail, à savoir tout ce qui est en relation avec, on va le dire, la radicalisation, c'est essentiellement un travail d'éducation Mm. d'instruction et d'éducation qu'il faut pouvoir proposer. La grande difficulté, c'est qu'on est dans un espace laïque. La prison l'est aussi, donc la neutralité s'impose à tous ceux qui sont fonctionnaires et qui travaillent dans cet établissement, pas à quelqu'un comme moi. Donc, comment on arrive à faire entendre l'idée que l'éducation religieuse peut amener un individu à évoluer vers du mieux? Je veux dire, rien que la proposition peut paraître saugrenue, on peut se retrouver comme ça avec des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Or, moi, je suis persuadé qu'effectivement, une approche, et je vais le dire comme ça, même si c'est un mot qui me Mm. pose problème, une approche éclairée des textes, de la religion auprès d'un public qui a toutes les difficultés du monde parce que, en fait, il n'y a jamais été amené, ça n'a jamais été fait comme ça. Et puis, ça devient de plus en plus problématique avec les réseaux sociaux où on se retrouve avec, comme professeur sur TikTok ou Instagram. Et ça, c'est un réel problème. Donc, comment on peut proposer parce que parfois, ton projet recherche-action, il a duré un certain temps. Moi, j'ai eu des programmes qui duraient un certain temps, mais j'ai des interventions ponctuelles qui durent une journée. Et on arrive en fin de journée, on a commencé à déblayer un peu le terrain, où ça commence à devenir intéressant, mais c'est terminé. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Moi, c'est une frustration que je porte avec moi-même, même sur les programmes un peu plus longs, et j'ai pas assez de temps. Je sens qu'on commence à toucher à des choses, et puis il faut s'arrêter, malheureusement. Et donc, je pense que cette idée d'éducation, elle est fondamentale. Moi, de toute façon, quand j'arrive dans un établissement pénitentiaire, j'ai mon expérience qui m'accompagne, j'ai le savoir que j'ai et j'ai envie d'apporter quelque chose. Donc, je mets tout ça en musique. Et ma démarche, c'est pas d'éduquer les individus parce que je suis pas un Mm. éducateur et ce serait très prétentieux de ma part, mais c'est en tout cas d'amener les individus, et je l'ai joué ça dans le spectacle Lettre à Nour de Rachid Benzine, où le papa dit à sa fille, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, ce sont les certitudes. Et donc, on en est tous là, on est habité par des certitudes, les gens que je rencontre en prison le sont. Comment on Redonner. éduque les individus à se débarrasser de leurs certitudes, ou en tout cas d'avoir le courage de les questionner. Je vous raconte une petite anecdote, maison d'arrêt de Nîmes. Voilà, on est en train de parler de la Genèse, comment Adam et Ève, alors qu'ils étaient, d'aucuns vous disent au paradis, d'autres vous disent dans un jardin, comment et pourquoi ils se sont fait expulser du paradis. Alors c'est intéressant parce qu'après, il y a énormément de choses qui découlent de tout cela. Et il y a un détenu qui m'explique, voilà, c'est Ève. Et il le dit sur un ton, genre, c'est la meuf, c'est Ève. Elle était là, le serpent, il est venu, il lui a susurré des trucs, elle est venue susurrer à Adam,
et c'est comme ça qu'il a bouffé de la pomme. Donc c'est intéressant de voir ce type de récit. Les détenus que j'avais sont des détenus de tradition musulmane. Il y en a un ou deux qui sont catholiques, mais la plupart du temps, c'est 95% des détenus d'origine prétendument musulmans. Alors, première question, et c'est comme ça que j'amène l'histoire, moi. Où est-ce que tu as vu que c'était une pomme? Donc il m'explique, il me dit, bah, ce qu'on a là, c'est quoi? La pomme d'Adam, donc c'était une pomme. Et je lui dis non, dans le récit coranique, on ne parle pas de pomme. C'est dans le récit biblique. Dans le récit coranique, on parle d'un arbre, on ne sait pas de quoi il s'agit. Dieu se serait adressé à Adam et Ève en même temps, en leur disant ne vous approchez pas de là. En même temps, dans la langue arabe, il y a deux pluriels. Il y a le pluriel général et il y a ce qu'on appelle le pluriel duel. C'est-à-dire pour deux personnes, on va s'adresser avec un pluriel particulier. Et dans les passages du Coran qui parlent de cet événement-là, c'est le pluriel duel. Donc Dieu parle aux deux en disant ne vous approchez pas de l'arbre. Et les deux vont s'approcher de l'arbre. Et l'autre, il me dit non, c'était une pomme. Je lui fais ok, c'était une pomme, mon ami. C'est quoi, une pinky, une golden? Dis-nous, c'était quoi? Je lui dis, mais on s'en fout de l'histoire de la pomme. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un récit comme celui-là t'a laissé entendre que la source du problème, c'est Ève, donc la femme, qui s'est laissée bouffer le cerveau par Satan, qui est partie bouffer le cerveau de son mari. Donc après, ça en dit très long sur le rapport Ouais. égalité homme-femme. Et donc, ça nous amène à des discussions extrêmement intéressantes. Tout ça pour vous dire que il y a du taf, il y a du boulot pour essayer de débarrasser les individus de certitudes qu'ils ont et pour eux. Donc venir discuter de ça, pour moi, c'est la question du hijab relève de la même problématique. Et je suis pas en train de dire que les meufs qui portent le hijab, elles ont un problème. Je dis juste que les raisons, pour beaucoup d'entre elles, qui les ont amenées à le porter, qui fait qu'elles continuent de le porter, ça vient de quelque part, et ce quelque part, c'est souvent la conception, la représentation qu'on a de l'homme et de la femme. Et pour les postures victimaires, ça me permet d'ouvrir plein d'autres. Les garçons sont souvent dans des postures victimaires, souvent, ça leur arrive, parce que dans leur propre famille, et là je parle des enfants maghrébins, eh ben, il peut rester jusqu'à 30 piges à la maison, la maman va s'occuper de lui, machin, etc. Et donc, il y a une espèce de déséquilibre ici qu'il est intéressant de questionner. Donc, moi, je parlerais plutôt d'éducation à l'état brut. Voilà, on commence par le commencement, on fait table rase de tout, et on recommence Adam et Ève, Dieu, le paradis, machin, et puis on essaie de dérouler jusque... C'est intéressant parce qu'il y a le même parallèle à faire avec l'insertion, la réinsertion et puis l'insertion. Pour se réinsérer, encore faut-il être inséré Exactement. en première instance et on voit bien que on en a suffisamment parlé que c'est souvent pas le cas, quoi. Et juste pour ramener à une dimension, ce que tu dis qui est très intéressant sur ce besoin effectivement de briser les certitudes, d'autant plus vis-à-vis d'un nombre toujours plus important de personnes, quoi. En fait, à la prison, on n'en a pas parlé, mais c'est 89 000, bientôt 90 000 personnes en France. Euh, des certitudes effectivement peut-être qui se radicalisent aussi, enfin sans cette connotation religieuse bien sûr, mais en tout cas qui se renforcent, et des budgets pour ramener à des choses très concrètes qui se tarissent, quoi. Ça veut dire que le budget global consacré à ce qu'on appelle la réinsertion et plus particulièrement au financement des activités socioculturelles en détention, c'est même pas qu'il se contente de stagner face à l'augmentation de la population détenue, c'est qu'il diminue en fait depuis quelques années. Il a diminué de l'ordre de 3 millions d'euros. Enfin, et symboliquement, il diminue, quoi, en fait. C'est dire la priorité qui est donnée, en fait, à la culture et plus largement à l'ouverture d'esprit, en fait, et à la rencontre, et au retissage de liens, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup abordé, quoi, sous différents prismes, culturels, sportifs, religieux, etc. Euh, et donc voilà, et je pense que pour répondre à cette question, fondamentalement, il y a quand même le nerf de la guerre qui est celui de l'argent. Et il y a besoin fondamentalement de renverser un petit peu voilà, L'argent, comme le paradigme, comme en on fait. l'utilise aussi. Une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Juste, c'est un truc qui m'est venu dans la tête, mais parce qu'on parle d'échanger, de discuter avec les détenus. Il y a un truc, je pense que tu as dû le vivre certainement, et puis toi aussi. C'est ce que moi je qualifie d'art du débat, l'art de débattre.
c'est-à-dire poser les règles de sorte que les individus comprennent ce que débattre veut dire. En prison, Mhm. c'est celui qui parle souvent le plus fort, celui qui se sent le plus, qui va la ramener beaucoup, et donc il faut pouvoir être à la fois le maître du temps, celui qui va distribuer la parole sans frustrer qui que ce soit, mais en faisant en sorte que celui qui parle pas beaucoup, qui a peut-être des choses à dire, on puisse lui ouvrir la porte à la prise de parole, qu'il puisse considérer que ce qu'il a dit, même si ça rigole à droite à gauche, c'était important qu'il le dise. Et ça, c'est pareil, je veux dire, mais même aujourd'hui, sans parler de la prison, débattre, c'est devenu très compliqué. Mhm. Si on est juste des individus qui avons des opinions et qui sommes incapables d'écouter 2 fois plus qu'on ne parle, parce que paraît-il qu'on a 2 oreilles, ça voudrait dire que c'est censé être 2 fois plus utilisé que la langue. Moi, je pense que ça, il y a un travail énorme à fournir à ce niveau-là, via le théâtre, via Ah ouais. les tours de table où on essaie de dire aux individus. Alors, la petite anecdote, et je m'arrêterai là-dessus sur ce point-là, c'est que la responsable du SPIP d'un établissement dont je tairai le nom, la première fois et la dernière fois qu'elle a assisté à un tour de table avec moi, il y avait une quinzaine de détenus, donc ça parlait, ça parlait. Et ce qui avait de très intéressant, c'est que les détenus parlaient à bâton rompu, sans langue de bois. Ils disaient tout ce qu'ils pensent. Et pour moi, ça, c'est une aubaine. Mhm. C'est-à-dire que le mec, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Et elle était outrée, choquée. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que à l'issue de cet atelier, on se retrouve avec des psychologues et des CPIP. Et elle dit, ah, j'ai entendu de ces trucs. Ah, je peux vous dire que si j'avais une mitraillette, j'aurais tiré dans le tas. Et la psychologue, la psychocriminologue avec qui je bossais, l'a entendu dire ça à un autre moment. Elle m'a dit, Farid, je voudrais juste. Je l'ai entendu dire ça. J'ai dit, moi aussi. Ah. Donc elle me dit, je ne me suis pas trompé. Je fais, non, tu t'es pas trompé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut les entendre dire des choses convenues, ou alors ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'ils lâchent tout ce qu'ils ont à lâcher. Et une fois que c'est posé sur la table, ah d'accord, donc tu as dit ça, mais ça, tu penses vraiment. C'est ça qui est Ouais, ouais. pour nous, c'est ça le vrai taf. La médiation, elle intervient précisément à ce moment-là. Ouais. Bah, il y en a, non, moi j'ai vu des psychologues déserter le terrain. Tu parlais tout à l'heure Moi, il y a une psychologue, elle m'a dit, lui, je vais pas le voir, il me fait peur. Ouais. Alors, je veux pas l'incriminer, mais change peut-être de métier. Après, voilà, il y a la différence entre ceux qui interviennent de temps en temps comme nous et ceux qui interviennent de manière pour, ouais, que tous les jours sont confrontés. Mais par exemple, moi, quand il y a cette espèce de moment qui se crée où les différentes personnes prennent la parole et s'expriment sur le plan. Alors, par exemple, quand on le fait sur un temps long, c'est intéressant de voir à un moment donné comme justement la parole sort brute, matériel brut aussi qui fait mal, avec des épines de partout, des gens comme ça, et doit faire mal. Oui, c'est quelque chose de. Et à un moment donné, collectivement et individuellement, il y a un travail qui s'est fait pour la mise en ordre de ça. Quand je dis la participation au débat public, c'est comme si c'est un agora, comme le Parlement. Là-dedans, on remet en ordre quelque chose qui au début est brutal, parce que c'est les souffrances qu'on a suivies. Mais petit à petit, ça permet aussi de faire la distinction entre les individus. On voit très vite en confrontation horizontale et pas verticale, chose qui c'est. Et la jouissance presque, le plaisir des personnes de participer au débat collectif. Et donc, à établir encore qu'est-ce que c'est bien, c'est mal. Qu'est-ce qu'on fait avec les rapports hommes-femmes? Au début, vous avez des paroles d'hommes que c'est mieux pas écouter parce que sinon on les laisse en prison toute la vie. Mais petit à petit, ce travail-là, il s'est fait justement avec quelqu'un qui dit, bah oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez visé votre mère ou votre sœur ou votre femme qui est dehors et vous envoie l'argent ici. Et là, tout ça, petit à petit, c'est travail et ça permet aux personnes de se réapproprier d'une moralité, d'une éthique dont ils sont privés. Et donc, c'est ça que quand je dis, ces capacités. Et ça, et la chose la plus impressionnante pour moi quand on a fait ce type de travail-là, souvent, ça prend du temps, hein, toujours, c'est pas, mais c'est voir les plaisirs que les personnes ont à se retrouver agents de moralité alors qu'ils sont privés de cela. Et quand ils font ça, à ce moment-là, très vite, ils viennent dire, oui, mais moi, j'ai fait une faute, hein. Au début, ils disaient qu'ils sont tous innocents. Et après, ils reconnaissent la responsabilité de ce qu'ils ont fait, pas de tout l'ensemble. Et donc, ça, je pense que ça, c'est quelque chose. On revient sur cette idée-là. Cette espèce moi, je l'appelle l'agora, l'espace public, non? Cette espèce de
où souvent on fait un cercle, justement, j'imagine, Hmm. ou dans laquelle, à un moment donné, aussi la personne qui a jamais pris la parole, qui n'a pas droit à la parole, parce que, par exemple, c'est quelqu'un un pédophile, à un moment donné, il réintègre les groupes pour pouvoir prendre la parole, chose impossible en prison. C'est-à-dire que là, on voit, c'est faire quelque chose qui, de manière, nous apprend des choses sur comment on pourrait accompagner les personnes à faire sortir cette malaise, mais aussi à les mettre en ordre, à les mettre en forme. Et malheureusement, on est vraiment aux antipodes aujourd'hui de la compatibilité entre ce type d'espace. Ça veut dire que toi, ça marche parce que c'est des publics qui sont considérés comme prioritaires par les pouvoirs publics, pour lesquels il y a un enjeu sécuritaire de les déradicaliser. On n'a pas abordé le terme de déradicalisation, mais il est tout au moins aussi en vogue Ouais. que celui de radicalisation. Toi, c'était dans le cadre d'une recherche-action qui était financée peut-être par l'administration pénitentiaire, mais en tout cas pas dans les lignes budgétaires consacrées aux activités. Les activités en détention doivent avoir une visée performative. C'est un peu à l'extérieur, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que enfin, voilà, le ministère de la Culture, de plus en plus, voilà, finance une culture assez fade, pour ne pas dire, en tout cas, voilà, quelque chose qui répond un petit peu Mais je peux te donner un petit chose d'espoir dans ça, parce que c'est vrai, parce que c'est moins des budgets, des choses très urgentes. juste, voilà, Pardon, pardon. mais juste pour finir la phrase, mais juste qui empêche toute c'est quoi le terme, mais, capacité de se révolter en tout cas. Et c'est vraiment ça, quoi. Et la culture à l'extérieur comme à l'intérieur, enfin les activités à l'extérieur comme à l'extérieur, doivent en fait gommer cette dimension subversive, c'est ça. Et en fait, la subversion en détention comme à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est plus du tout Si on en veut, vogue, quoi. la prison, c'est un espace où on essaie d'éviter toutes les formes entre guillemets, violence, de subversion et tout ça. Après, la vérité, tu empêches le débat et tu retrouves, tu empêches les conflits entendus comme des débats, des confrontations de points de vue différents et tu trouves la violence qui s'exprime. Justement parce que tu as empêché l'expression. Moi, je vais dire, c'est vrai qu'il y a moins de moyens, pas beaucoup d'espace, souvent très répond à l'urgence. Mais après, là, une chose qui m'a fasciné, que je ne pensais pas, la prison, elle fait aussi beaucoup de forces vives. Dans la prison, vous rencontrez des personnes magnifiques. Moi, j'ai travaillé pour des années avec un enseignant de l'école, un responsable local d'enseignement, donc il s'occupe de l'école dans une prison de 500 détenus. Une personne extraordinaire dans la capacité de s'impliquer, d'apporter les personnes. J'ai vu des enseignants, j'ai vu des SPIP, j'ai vu des surveillants, tout une finesse. Donc, si ça, on ne peut pas le faire comme programme général, on les retrouve dans les activités au quotidien de certains. Certains, on voit des surveillants qui deviennent la personne qui va recueillir la tristesse et parce que les personnes sont au fond de leur trou des cellules avec souvent une culpabilité, une tristesse énorme, ou des formes de rage. Et c'est bon, qui ramasse cela? Qui la ramasse? Vraiment la ramasser. Alors donc, on voit même des surveillants qui des fois, ils ont cette capacité. Donc, des fois, si on parle, n'a pas seulement des programmes avec des financements, des gens, des comédiens, des sociologues, d'autres qui interviennent, on a dedans des personnes qui font ce travail au quotidien et qui méritent pour moi, c'est un grand aussi respect et considération parce qu'ils les font des fois pour donc 15, 20, 30 ans. Hein. Il y a des gens qui sont surveillants au SPIP et qui ont vécu leur vie en prison avec les détenus. Et donc, et qu'il faut ce travail. Tant les conditions sont difficiles. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lesquelles aujourd'hui, et si on cherche un peu des choses positives il y a des forces vives qui, s'il y a le minimum de conditions, ils pourraient vraiment, on pourrait vraiment sur lesquelles s'appuyer pour faire beaucoup de choses. Ils les font déjà. C'est pas justement parce qu'on intervient de l'extérieur, parce qu'on écrit des livres, en fait, je sais pas. On a, non, on a aussi, il y a des gens qui font un travail extraordinaire. C'est ça que je veux dire. Et au quotidien. Je pense que ça, c'est une chose à prendre en compte. Alors, parmi les gens qui interviennent, moi peut-être juste une petite remarque par rapport à ça, parce que ça me semble important. Euh, c'est la question des aumôniers. Je pense que c'est important de l'évoquer ici, non pas pour faire leur jugement ici, juste pour dire que il y a au moins deux éléments qui les font intervenir en prison. C'est toute l'aide sociale qu'ils peuvent générer auprès des détenus. Et là, pour la plupart, ils font un boulot remarquable. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect du discours, donc d'éducation dont on parlait tout à l'heure. Et ici, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'il me semble qu'il y a un décalage entre, c'est pas parce qu'il s'agit de détenus, hein, je pourrais dire la même chose d'un grand nombre d'imams en France, qui ont les plus grandes difficultés du monde à penser l'islam en français, dans son contexte,
C'est-à-dire, voilà, on est en France en 2026. Comment est-ce qu'on peut imaginer une doctrine de cette religion qui puisse parler, être audible et intelligible pour le plus grand nombre? Et là, moi, pour avoir échangé, pour être intervenu avec des aumôniers, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il y a des gens, des forces Absolument. vives, effectivement. Je ne sais pas si je peux les appeler des forces mortes à ce niveau-là, mais c'est problématique. Non, parce que tout à fait, Hein? les monnaies, ils sont dans une condition particulière parce que d'un côté, ils sont là vraiment, c'est eux qui vont ramasser la faiblesse et la parole aussi intime des personnes. En plus, de faire, c'est le collectif suivant les rôles, mais en même temps, sont très surveillés, contrôlés, mal payés, etc. Toute une série de conditions qui les posent. Ça, c'est un exemple. Hein. Dans la radicalisation, on les voyait comme ceux qui vont contraster un discours et ceux qui doivent donner des informations. Alors, on revient sur l'idée de la détection et de la confiance. Comment on peut faire confiance, exprimer son malaise, sa rage, sa forme de violence potentielle aussi, à quelqu'un, si lui doit après rapporter à d'autres? Vous voyez, les rapports, la confiance, ça veut dire qu'on confie à quelqu'un, à un ami, à un amant, à les prêtres, à l'aumônier, à des personnes, même aux institutions. On fait confiance à quelqu'un, on lui donne. Si c'est là est l'outil pour la délation, vous voyez, là, c'était un des Non, moi, c'était pas dans ce sens-là que je disais. J'ai dit, donc, vous voyez la délicatesse de cette position de l'aumônier, ils ont trouvé entre, dans une position tellement délicate dans laquelle, et regardons les aumôniers pendant les périodes de radicalisation plus intenses, on voit les contradictions de l'État. Un grand merci à toutes Merci à et vous. tous d'être venus ce soir, malgré les conditions météorologiques. Merci à vous, à distance, d'avoir, je ne sais pas combien de personnes Merci nous regardent. beaucoup.